Hop, voilà. Donc, bienvenue pour la première soirée. Donc des expériences. Alors, l'enjeu c'est quoi? Pour arriver sur Twitch, l'objectif c'est quand même de faire un truc un minimum intéressant. Donc j'ai réfléchi dans la petite tête et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que j'ai déjà fait de nombreuses fois? Bah des interviews. Des interviews autour des émotions, autour des gens, pour essayer de comprendre un peu leur vie. Et derrière, j'étais amené à synthétiser, à dessiner le parcours, en fait, leur histoire. Je dessine leurs histoires à travers les émotions, à travers des étapes, à travers ce genre de choses. Donc, eh bien ce soir, on va inaugurer ça. Donc avec Alison, que je vais très bientôt accueillir. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir comprendre, creuser un peu son activité, qui est quand même un peu insolite. Hein, elle va nous raconter tout ça. Et on va en fait essayer d'en apprendre plus. Donc Alison, je te laisse te présenter. Alors je vais te demander, te dire qui es-tu et quel a été ton parcours avant d'arriver à ton métier actuel. Alors moi du coup je m'appelle Alison, j'ai Ouais. 29 ans et actuellement je suis éducatrice spécialisée. Vas-y, raconte tout. Je vais enchaîner du coup sur mon parcours. Donc moi Ouais. j'ai grandi dans le Vexin. Je suis partie en lycée général. Donc j'ai fait une STG qui n'existe plus, Sciences Technologies de la Gestion. Parce qu'en fait moi j'ai toujours su que je voulais être éducatrice spécialisée. Du coup je me préparais à passer le concours d'entrée à l'école d'éducatrice spécialisée à la fin de ma terminale. D'accord. Entre-temps, j'ai fait de l'animation, donc j'ai eu mon BAFA, je travaillais en centre de loisirs. Du coup, pour me familiariser avec le public, les enfants, le social et puis faire des sous. Du coup, j'ai fait une terminale STG, donc ressources humaines, pour travailler sur la communication justement, du coup qui me sert beaucoup dans mon métier, du droit et de l'économie. D'accord. Donc voilà. Du coup, j'ai passé un concours d'éducatrice spécialisée, parce que c'est un diplôme d'État en 3 ans. Donc en fait, j'ai passé 2 concours, Ouais. éducatrice spécialisée et assistante sociale. Parce que je voulais être sûre d'avoir un des 2 concours à la fin de l'année. Mais moi, je voulais faire éducatrice spécialisée. Parce que la différence, surtout entre les deux, c'est le volet administratif qui est beaucoup plus présent quand tu es assistante sociale que quand tu es éducateur spécialisé. D'accord. L'éducateur spécialisé, c'est vraiment du terrain, du quotidien avec des personnes. Ok. Donc du coup, j'ai passé ce concours, j'ai eu les 2 concours. Et avant d'avoir le bac, donc il y a eu une pression monstre au moment du bac parce que bon, si j'avais pas le bac, j'entrais pas à l'école, sachant que les concours sont assez difficiles. C'est un concours basé sur un écrit. Donc si on valide l'écrit, on peut passer à un oral. Et en fait, à cet oral, on présente un dossier qui parle de nous, de notre implication, notre parcours personnel, notre famille, nos objectifs du coup en tant qu'éducateur spécialisé. Et voilà, on décrit un petit peu notre personnalité, qui on est vraiment. Donc c'est des concours assez pesants, assez chers. Et en termes d'école, il y en a pas des masses non plus. Donc moi j'ai la chance qu'il y en ait une à Cergy qui est pas très loin de chez moi. Donc du coup j'ai postulé à celle-là. Donc finalement j'ai eu mon bac, je suis entrée à l'école d'éducateur spécialisé et moi je souhaitais le faire en apprentissage. Donc du coup j'ai cherché un patron et en fait je suis tombée sur à l'époque ça s'appelait le foyer départemental de l'enfance qui accueille des enfants en fait placés en urgence. Donc on était leur premier apprenti. Donc voilà, j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans, du coup en parallèle des cours, voilà, de ma formation. Et j'ai fait 2 stages aussi au cours de ma formation. Un en CHRS, donc le CHRS c'est avec des personnes du coup qui sont sans abri. Donc voilà pour les gens qui connaissent peu les termes, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ok. Et j'ai fait aussi un stage du coup à la maison départementale des personnes handicapées donc qu'on appelle la MDPH, qu'à une époque on a appelé les cotorep, tout ça. Du coup, c'est sur l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap, donc que ce soit enfants ou adultes. En fait, dans la formation d'éducateur spécialisé, on est obligé de voir 3 champs. L'insertion, donc le CHRS, la protection de l'enfance, là où j'étais dans le foyer, et le handicap. Donc voilà, du coup, suite à mes 3 ans de formation, j'ai eu mon diplôme d'éducateur spécialisé. Après, moi, je voulais travailler dans l'insertion avec des adultes parce que ça m'avait beaucoup plu. Donc, j'ai travaillé dans un CHRS en CDI au Villageoise à Cergy pendant un an. Et après, je suis retournée à la protection de l'enfance. Donc là où je suis actuellement, depuis 2016.
en CDD et 2017 en CDI. Donc je suis dans une maison d'enfants. C'est ce qu'avant on appelait les foyers, où il y a très longtemps, voilà, tout ce qui était orphelinat, tout ça. Là, on appelle ça des maisons d'enfants. Donc on accueille 10 enfants qui sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, j'y suis actuellement depuis 2017 et pour l'instant je compte y rester. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que une maison d'enfance, c'est ce qu'on appelait avant orphelinat? À une époque très ancienne où du coup c'était des enfants retirés à leurs parents. D'accord. Là actuellement, après ça a été les foyers. Donc le terme foyer maintenant il est très peu utilisé. Donc on appelle ça chez nous on appelle ça des MEX, Ouais. des maisons d'enfants à caractère social. Ok. Donc en fait il y a plusieurs types de placements en France. Donc souvent on parle des familles d'accueil et des foyers. Ouais. Donc des familles d'accueil maintenant ou les maisons d'enfants. Donc moi c'est dans une maison d'enfants. Euh, et ce sont des enfants qui sont placés judiciairement. D'accord. En fait, les enfants peuvent être placés de deux façons. Soit administrativement, si je dis administrativement, ça là j'y arrive. Donc c'est-à-dire à la demande souvent du parent, ou voilà, où il est totalement en accord avec ce placement, ou de façon judiciaire, c'est-à-dire ordonné par un juge. Donc du coup c'est placé par le tribunal. Et là nous on n'accueille que des enfants sous placement judiciaire. Ok. Donc, c'est quand même une maison d'enfants un peu particulière dans ce dans quoi tu travailles? Non, en fait, il y en a beaucoup. Euh, les placements administratifs, ça devient très peu courant parce que maintenant, il y a des placements à domicile qui existent. Ça, c'est tout récent. Ok. Donc, nous, on a ouvert un service il n'y a pas longtemps de placement à domicile où, en fait, c'est les éducateurs qui se placent au domicile des parents quand ils sont en difficulté. Ok. Quand il y a vraiment difficulté qui aurait pu nécessiter à une époque un placement. Les placements judiciaires, il y en a quand même pas mal. Voilà, en France. Moi, je pensais pas avant de travailler dans le social qu'il y en avait autant. Il y a dans le chat, on me demande l'âge des enfants. Ils ont quel âge à peu près? Alors, ceux que j'accueille là sur la maison, ils ont le plus jeune à 4 ans et la plus grande à 14 ans. Ok. Et t'en as combien du coup dans cette maison? Pour avoir un ordre d'idée? 10. 10. Et c'est toujours Alors une nous, dizaine? Ah, vas-y, je oui, t'écoute. alors nous, on a 10 places. D'accord. Ah, ok. On a vraiment 10 places. Après, dans les maisons d'enfants en général, ça varie, hein. Nous, on est une petite maison d'enfants. Ok. Il y a des maisons d'enfants où il peut y avoir 30 enfants D'accord. sur plusieurs tranches d'âge. Et nous, on est vraiment une petite maison avec 10 enfants et 6 éducateurs. Ok. Alors, donc en fait, moi, le truc, juste pour bien comprendre, ça veut dire qu'en France, il n'y a plus d'orphelinat ou de foyer. C'est des termes qui maintenant n'existent plus. Et ce ne sont que des maisons d'enfants maintenant, c'est ça l'idée? C'est ça. Alors, il y a les familles d'accueil, ça c'est toujours Ouais. d'actualité. Il y a des maisons d'enfants. Donc, les orphelinats, ça n'existe plus, hein. Déjà, des parents qui sont déchus de leur autorité parentale, ça, voilà, moi, j'en ai quasiment pas vu. D'accord. Même dans des cas de forte maltraitance. Ouais. Voilà, et les parents ont toujours l'autorité parentale sur leurs enfants. Là où j'ai fait mon apprentissage, en fait, maintenant, ça s'appelle une MDE, Maison départementale de l'enfance, D'accord. qui accueille, en fait, il y en a une dans chaque département. Hmm. Et ça accueille des enfants en urgence, en fait, lorsqu'il y a des placements, on va dire, violents. Souvent, c'est D'accord, des ouais. enfants qui sont très maltraités. Ou alors pour qui il n'y a pas encore de lieu de placement. Ok. Et là, par contre, il y a aussi des enfants qui sont nés sous X. Il y a une pouponnière avec des enfants qui sont à l'adoption. Ok. Donc, du coup, toi, tu es amené à travailler des enfants, donc dans cette maison d'enfants, en tant qu'éduxp. Hmm. Et donc, juste pour continuer à comprendre un petit peu le contexte, euh, les enfants qui sont là, c'est quoi l'objectif d'une maison d'enfants? Alors, c'est souvent d'accueillir des enfants qui sont dans des situations compliquées, dues en fait à leur climat familial. Donc, nous, on a souvent des enfants qui sont victimes de négligence, de maltraitance physique ou sexuelle. Ces dernières années, on a eu beaucoup d'enfants victimes de maltraitance sexuelle. D'accord. Et en fait, notre but, c'est de les protéger. Ok. Nous, on est le service gardien. Donc, c'est-à-dire que le juge nous confie les enfants, nous, on les garde, on les surveille, on en prend soin, on les accompagne vers l'autonomie. On travaille avec les familles, mais ça dépend aussi de la maison d'enfants. Parce qu'en fait, c'est l'aide sociale à l'enfance qui travaille avec les familles. Ok. D'accord. Donc, en gros, c'est un rôle de protection. Et C'est combien de ça, temps on il reste protège les enfants. dans cette maison? Alors, ça peut varier, tout dépend des situations. Il y a des situations qui se règlent
très facilement. Ouais, Donc des enfants qui restent que quelques mois. Et là, on a des enfants qui restent plusieurs années. d'accord. Plusieurs années, c'est Là, quoi? on C'est 10 a... ans? Alors c'est rare, 10 ans, parce qu'en fait, nous, on accueille les enfants rarement au-delà de 12 ans. Après, ils sont orientés ailleurs. Parce qu'en fait, D'accord. on a des tranches d'âge prévues. Dès que les Ok. enfants grandissent et qu'ils dépassent l'âge, et ben, ils sont orientés ailleurs. Ou alors, si leur situation évolue et que le foyer, ça leur convient plus, la maison d'enfants, on peut les orienter en famille d'accueil ou autre. Ok. Donc là, on en a un, je crois que ça fait presque 6 ans qu'il est avec nous. Hmm. Et c'est le plus ancien. Ouais, je vois. Ok. Donc 6 ans, ouais, c'est vrai que ça fait quand même. T'as le temps de les connaître. Mm. Ah oui, oui. Bah alors, tu nous disais que tout à l'heure, toi, tu as toujours voulu être éduxp, éducatrice spécialisée. Du coup, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, le métier d'éducatrice spécialisée? Je dirais accompagner, accompagner. Parce qu'en fait, c'est aider les gens, pas faire pour eux, mais les aider. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai bien aimé faire. Voilà, voilà, partager des moments avec les gens, les aider quand je le peux. Voilà. La communication. Je suis quelqu'un qui communique beaucoup et j'aime beaucoup communiquer avec les autres. Il y a plein de façons de communiquer dans mon métier, que ce soit verbal ou non, d'échanger. C'est d'ailleurs la base de notre métier, en fait, d'éducateur spécialisé. On est obligé de communiquer avec les autres pour pouvoir les accompagner. Donc c'est surtout ça, ouais, le partage, la communication. Ok. Et donc, parce que c'est vrai que là, tu nous le rappelles tout à l'heure, tu nous l'as dit, éducateur spécialisé, c'est trois grands domaines, insertion, protection de Oui, l'enfance et handicap. Donc, oui. il n'y a pas que la protection de l'enfance. C'est vrai que moi, maintenant que tu le dis, je comprends, mais c'est vrai que, vu que c'est toi que je connais, j'avais en tête que la protection de l'enfance. Mais donc, ouais, voilà. Ah Donc, oui. aider les gens, je Mais c'est vrai comprends. que c'est très vaste. Et en fait, l'éducateur que tu es en protection de l'enfance, c'est pas l'éducateur que tu es dans l'insertion. Hmm. Moi, pour avoir bossé dans les deux, mes missions, c'était pas du tout les mêmes. Déjà, bon, les personnes, c'est pas les mêmes, hein. On passe d'un public enfant, adolescent à un public adulte. Ouais, Donc, c'est pas du tout pareil. Et mes missions, c'était vraiment mais l'opposé. Ça n'a rien à voir. L'insertion, c'est rarement de l'internat. Là, je fais de l'internat. Donc, c'est-à-dire que je suis avec les enfants au quotidien, les jours fériés, les week-ends. Donc, c'est vraiment totalement différent. ok. Il y a Rémi qui nous demande sur le chat, tu parles de communication et il demande si tu utilises des techniques que je peux diffuser en vidéo sur Bah, YouTube. je leur ai montré ta vidéo, en tout cas la première sur la communication. Après, c'est vrai que comme je connais les jeunes que j'ai actuellement, mes techniques de communication avec eux, elles sont déjà bien rodées. Après, c'est vrai que moi, je communique énormément à travers l'humour. Voilà, ça fait partie, je pense, de ma posture d'éducateur. Parce qu'il n'y a pas un style d'éducateur. On peut D'accord. être dans notre personnalité des personnes très variées. Nous, on est 6 éducateurs, mais on a des personnalités totalement différentes. Euh, un éducateur, son outil de travail, c'est lui-même, en fait. Moi, mon outil de travail, je vais au travail avec Alison. Voilà, je Ok. pars pas avec une mallette, un ordinateur, j'y vais avec moi. Et c'est vrai que mon outil, moi, de communication, c'est beaucoup passé par l'humour pour communiquer avec les jeunes. Et c'est vrai qu'on a eu des jeunes aussi avec du handicap, avec qui Hmm. la communication verbale, elle n'est pas forcément requise. On peut discuter du coup, voilà, on peut échanger de manière non verbale. Et ça, j'ai dû l'apprendre et je l'utilise beaucoup. D'accord. Ok. Alors, donc tu nous as dit, là, on a parlé de communication. Concrètement, ça veut dire quoi donc, ça a l'air d'être un sujet important. Ça veut dire quoi communiquer avec des enfants dans une maison d'enfants? C'est les aider. Alors, tu as dit donc c'est aider, donc c'est accompagner, aider mais pas faire pour eux. Donc, Oui. si voilà, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce qu'est la communication auprès d'enfants? Eh ben en fait, moi au début, c'est vrai que c'est un public sur lequel je me suis pas tournée parce Ouais, que les enfants, communiquer avec des enfants, je pensais que c'était très limité. Voilà, ils sont parce que le fait qu'ils soient petits, que les sujets étaient très limités, que la façon de communiquer, voilà, ça allait être des petites bagarres d'enfants, euh, des choses vraiment basiques. Et en fait, non, ça s'avère beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais de communiquer avec eux. Parce qu'en fait, les enfants sont très, en tout cas les petits, moi je les trouve très empathiques. Donc ma façon dont je vais communiquer avec eux, le ton que je vais employer, les mots que je vais dire, ça peut les toucher d'une certaine manière.
Hmm. Et c'est aussi pour ça que j'utilise de la communication non verbale. Des fois maintenant, à force de les connaître, ils savent qu'avec un haussement de sourcil, voilà, quand ils font des bêtises, on communique. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit ou des choses comme ça. Et il faut aussi dans cette communication que j'adapte mon langage Hmm. et pour qu'ils puissent le comprendre, voilà, que ce soit adapté pour des petits. Et surtout dans cette communication que je les laisse parler. Parce que c'est vrai que comme ils sont petits, c'est quelque chose que j'ai observé aussi auprès de collègues du coup qui venaient se former avec nous. Le fait de quand un enfant commence une phrase, des fois bon ils ont du mal à articuler, c'est pas très très clair, mais de les laisser parler, en fait, du coup j'avais regardé ta vidéo du coup pour bien écouter, de les laisser parler, sans forcément questionner quand ils parlent, les laisser communiquer, 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 pour pouvoir qu'ils puissent s'exprimer et que je puisse entendre en fait ce qu'ils disent. Et aussi avec les enfants, c'est l'imagination dans la communication qui peut poser souci. Parce que nous, c'est vrai qu'on a les enfants, quand on communique avec eux, c'est pour qu'ils nous partagent leurs besoins, mais aussi des fois leur histoire, en fait, ce qui leur est arrivé, parce que des fois on accueille des enfants, on a un premier rapport, en fait, qui nous dit oui, l'enfant, voilà, il a été signalé que l'enfant a subi ça, ou on a des inquiétudes pour ça, mais c'est nous le lieu de placement et que l'enfant va peut-être pouvoir raconter des choses. Donc c'est vrai que cette communication, elle est très technique parce que, voilà, par exemple, il y a des enfants, ils ont une altercation et moi je leur demande qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et sans forcément reformuler. Ça, par contre, je reformule pas parce que si je reformule, l'enfant va me dire oui, c'est ça, alors qu'en fait, c'est pas ça. Donc, et D'accord. ça, c'est des petites choses que j'ai appris en fait en formation et au fil de ma pratique parce que du coup, en reformulant, peut-être que j'allais interpréter la parole de l'enfant et du coup lui porter préjudice dans le suite de son placement. D'accord. Ok, donc l'interprétation, c'est le danger finalement dans la communication pour toi. Oui, pour moi, c'est le danger parce que c'est vrai que interpréter les paroles que l'enfant va me confier, je vais devoir les transmettre à mes collègues, D'accord. à l'ASE si c'est inquiétant. Et si ça a été reformulé de, voilà, de la mauvaise manière et que c'est pas du tout ce qui s'est passé, ça peut être assez inquiétant. Surtout que nous, là, on a eu fréquemment ces dernières années des enquêtes auprès voilà, de parents qui ont abusé de leurs enfants, où les enfants ont pu nous confier du coup avec leurs mots d'enfant ce qu'ils ont vécu. Et nous, à faire très attention à ne pas le reformuler avec nos mots d'adultes, parce que du coup, on va peut-être interpréter des gestes qui se sont produits. Voilà, si l'enfant nous dit oui, voilà, il m'a fait subir ça, et que pour moi, voilà, je le reformule d'une manière, d'une pratique, un mot, voilà, par exemple, si on parle de gestes déplacés, de toucher, de zizi dans la bouche, de choses comme ça, il faut pas que moi j'utilise des mots comme fellation, c'est peut-être pas du tout ce qui s'est passé. L'enfant, quand il va en reparler, il va dire non, j'ai fait un bisou, je l'ai pas mis dans ma bouche, par exemple. D'accord. Voilà, faut adapter, voilà, notre langage et notre compréhension des choses. Ok. Pour avoir finalement le. Alors, donc, tu nous parles de. Donc, ça, tu dois le retransmettre. Donc, j'imagine que ce sont des rapports ou des choses que tu dois décrire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors en fait, oh, excusez-moi, on a passage de chat. Alors, oui, alors du coup, on a des rapports. En fait, nous, voilà, on a des comptes à rendre auprès de l'aide sociale à l'enfance sur comment ça se passe pour les enfants dans la maison d'enfants au quotidien. D'accord. Et en plus, normalement, les enfants sont placés pour une durée que le juge va donner. Donc, ça peut être des 6 mois, un an. C'est rarement au-delà d'un an. Nous, tous les ans, on a des audiences en général. On doit repasser devant le juge avec l'enfant. Donc, les parents sont là, ils évoquent la situation, on voit où est-ce qu'on en est qu'on maintient le placement ou non Hmm. de l'enfant. Et du coup, nous, on doit avoir, avant tout ça, avant ce rendez-vous avec le juge, on doit avoir transmis un rapport et où on évoque le quotidien de l'enfant. D'accord. Comment ça se passe sur la maison, comment ça se passe avec les autres enfants, comment ça se passe avec les adultes, comment ça se passe à l'école, l'hygiène, la santé, ce genre de choses. Comment D'accord. ça se passe avec les parents. Ok. Et ça peut être de très très gros rapports qui font de nombreuses pages. D'accord. Alors, il y a une réaction de Minouche qui nous dit ça doit être dur à vivre au quotidien, cette souffrance. Comment toi, tu le vis? Bah, c'est souvent ce qu'on me renvoie. Moi, on me dit tout le temps quand je dis je suis éducatrice spécialisée, je m'occupe d'enfants, voilà, qu'on subit des choses ou on me dit souvent oula, enfin, ça doit être dur et tout. Et en fait, au quotidien, moi, je trouve pas, parce Ouais. qu'en fait, on est vraiment dans du quotidien.
Donc les quotidiens, c'est pas toujours reparler de leurs souffrances, de ce qu'ils ont vécu et tout ça. C'est aussi des moments de rire, c'est des moments de joie, c'est ça, pas du tout. Surtout qu'en ce moment-là, c'est vrai que sur le groupe que j'accompagne, on a un groupe plutôt calme où on a des enfants qui expriment rarement dans la violence ou dans l'agressivité leurs souffrances. Donc c'est vrai qu'on a des moments de convivialité, de partage qui sont très très agréables en tant que voilà en tant que personne. D'accord. Je rigole bien avec les enfants. À chaque fois que j'y vais, j'ai pas du tout la boule au ventre. Ok. Alors, attends. Je vois des personnes il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, il y a combien d'éducateurs spécialisés pour les 10 enfants de la structure? Tout à l'heure, tu as dit 6, c'est ça? 6, c'est ça. Et les enfants les plus jeunes, ils ont quel âge? Pour là en ce moment? 4 ans. 4 ans. Ok. En ce moment, 4 ans. Mais ça fait déjà un ou 2 ans qu'ils sont avec nous, donc ils sont arrivés, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Est-ce que le Covid a impacté ton travail d'une manière particulière avec les enfants? Ah oui, bah nous on craignait beaucoup que ce soit très compliqué pour eux, parce que 10 enfants dans une maison confinée, les pauvres. Hmm, Voilà, c'est très très dur. Donc du coup on a dû s'adapter, trouver voilà des activités à faire dans la maison, essayer que chacun ait un espace en fait, que ce soit pas trop on est les uns sur les autres et c'est horrible. Il y a aussi devoir gérer le fait qu'ils voient moins leurs parents, parce que il y a des enfants qui ont des droits, donc ils voient leurs parents en week-end ou en visite. Et là, du coup, avec le Covid, il y a beaucoup de visites qui ont sauté, beaucoup de week-ends qui ont été zappés. Donc, c'était très dur à vivre pour les enfants. d'accord. Donc, on s'est adapté. On a organisé des WhatsApp, donc des visios avec les parents. Donc, ça, les parents Hmm, étaient très contents, les enfants aussi. Les rendez-vous, parce que les enfants chez nous ont quasiment tous des suivis. Donc, psychologue. Bon, surtout le psychologue, maintenant, on le fait en visio. Ça marche plutôt bien, parce que avec des enfants tout petits, on avait un petit peu peur. ouais. Et ça marche bien. Donc, en fait, on s'est adapté. Et finalement, il y en a qui ont beaucoup progressé pendant cette période. Le fait de ne pas être à l'école, de travailler au quotidien avec eux, il y en a qui ont monté en flèche en termes d'autonomie. C'était vraiment très impressionnant. Alors justement, là, tu me parles d'école. Je vois que on en parle sur le chat et je me posais la même question. Donc du coup, ces enfants-là, ils sont scolarisés de manière tout à fait normale au final. C'est Oui. Oui, oui, ils sont scolarisés de manière normale. En fait, nous, on les a mis dans des écoles différentes pour pas que ça fasse dans une même école les enfants du foyer. Voilà. Mhm. Et il y en a par contre qui ont des écoles, il y en a un qui est en CLIS ou en milice. Voilà, ça, il y en a qui sont en SECPA. On s'adapte aussi à leur niveau et à leurs besoins. D'accord. Mais ils sont totalement scolarisés comme n'importe quel enfant. Voilà, le matin, on les emmène à l'école, le soir, on va les chercher. Ok. Donc finalement, alors, la question que je me pose, c'est que une maison d'enfants, doit falloir les surveiller la nuit, j'imagine. Et Ah donc, oui, c'est parce que j'ai pas parlé de toute l'équipe en fait avec qui je travaille. d'accord. Donc toi, en fait, tu es éducatrice de jour, j'imagine? Alors en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Alors à une époque, il y avait des éducateurs qui faisaient les nuits. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Là, on a des veilleurs, nous, la nuit. D'accord. Donc en fait, je vais te faire pour tout le monde, du coup, un petit topo. Moi, j'ai une direction, j'ai un chef de service, Ouais. j'ai une secrétaire qui est présente en tout cas sur mon lieu, parce qu'en fait, on est une grosse fondation là où je travaille. On a plusieurs maisons d'enfants, différents types de structures sur plusieurs départements. Et là où moi je travaille, en tout cas, on a la journée. Il y a un chef de service, une secrétaire, 2 maîtresses de maison euh, et 6 éducateurs. Et le soir arrivant, c'est des veilleurs de nuit qui viennent prendre le relais. Donc la nuit, il y a un veilleur qui surveille les enfants la nuit et le matin, bah, il part quand nous arrivons. Ok. Alors, et donc une toute dernière question sur les 6 éducateurs, j'imagine qu'ils ne travaillent pas en même temps. Il y a combien d'éducateurs en moyenne Non. par jour? Euh, un le matin, 2 le soir. Ok. Un le matin, 2 le soir. Ça marche. Alors, du coup, ça tombe bien. Dans le chat, on nous demande, pourrais-tu nous décrire une journée type? Donc, c'était la question que j'allais te poser. Pourrais-tu nous décrire ta journée d'hier, ou en tout cas une journée, la dernière journée où tu es allé, donc, où tu as fait ton rôle d'éducatrice spécialisée? Alors moi, du coup, ma dernière journée, c'était un dimanche. Ouais, Alors du coup, nous, alors la semaine, le week-end, c'est totalement différent du coup parce que le week-end, les enfants sont avec nous. d'accord. Donc principalement. Alors du coup, on peut essayer d'écrire un dimanche. Hein, Ouais, parfait. alors un dimanche matin. Alors, faut savoir que nous, on a des horaires, du coup, c'est très variable. Hein. On travaille soit le matin, soit le soir, les week-ends, les jours fériés.
En fait, on fonctionne par cycle, un peu comme dans les hôpitaux. Donc, on a des cycles de 6 semaines avec un planning qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc, par exemple, le dimanche matin, l'éducateur, il arrive à 8 heures. Il prend le relais du veilleur qui, lui, bah, du coup, s'en va. À 8 heures, en général, sont réveillés les pipis, ceux qui ont fait pipi au lit. Donc, on en a quand même pas mal, hein, on en a 4-5. Donc, c'est la douche. Chacun va à la douche. Ensuite, vers 9 heures, ils commencent à tous se réveiller. Donc, moi, je suis une grande amatrice de petit déjeuner devant la télé. Ouais, le matin, du coup, c'est vrai qu'on se met tous devant la télé, on prépare des petites tartines et puis on regarde les dessins animés. Ouais. Puis voilà, c'est un moment très convivial. Ça peut durer jusqu'à 10 heures parce qu'on a des enfants qui se lèvent très tard. En général, on en a deux marmottes qui se lèvent à 10 heures tranquillement. Après, du coup, c'est le moment de ceux qui n'ont pas pris leur douche, ils prennent leur douche, ils rangent leur chambre. Voilà, c'est vraiment du quotidien. Après, je les aide à ranger leur chambre. On fait un petit peu de ménage dans la maison. Ensuite, on fait une activité. Souvent, c'est une activité manuelle parce qu'ils aiment bien. On a un groupe qui aime beaucoup. Et puis avec le temps, on pouvait pas trop les sortir le matin, mais il arrive que le matin, on aille dans le parc, en fait, parce qu'on est juste à côté d'un parc. Donc c'est assez sympa. Ensuite, on prépare le repas du midi. Donc c'est vrai que ce qui est plutôt sympa, c'est que les enfants m'aident à préparer le repas parce que je suis pas une grande cuisinière. Donc on prépare le repas souvent ensemble, en fait, avec les enfants. Ils me disent ce qu'ils veulent manger et tout, et du coup je gère le repas. Donc il faut savoir que le dimanche matin, l'éducateur est seul du coup, D'accord. avec tout le groupe d'enfants. D'accord. Donc voilà, en général, un week-end sur deux, il y a les 10 enfants qui sont là. L'autre week-end, en fait, les enfants sont en hébergement, donc on en a la moitié qui est là. Donc on tourne qu'à 5 enfants. Ok. Donc c'est des week-ends un peu sympas. C'est vrai qu'à 10, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a les bagarres. Donc le dimanche d'avant, c'était que j'ai droit à une petite bagarre parce que une petite fille a traité l'autre de sorcière. Donc du coup l'autre, pour se venger, a renversé toutes ses perles. Enfin voilà, c'est des bagarres d'enfants, vraiment. Mais bon, qu'il faut quand même gérer parce qu'après ça finit en crépage de chignon. Donc voilà, c'est plutôt des moments où voilà, moi je cours un peu le dimanche matin. Parce Ouais. qu'après le petit déjeuner, par contre, vu qu'ils sont tous sur une activité ou ranger leur chambre, l'éducateur il court et il les surveille aussi. Parce que comme on a des enfants qui ont subi des agressions, des attouchements sexuels, ils ont tendance à reproduire ce qu'ils ont subi. Donc entre eux. Donc du coup, on est assez vigilant à ça. D'accord. Donc il y a des règles assez strictes, c'est-à-dire que comme on a peu de chambres individuelles, ça faut savoir, j'ai vu rarement des foyers où les enfants avaient des chambres individuelles. Nous, on doit en avoir deux chambres individuelles sur les 10 enfants. Les autres, ils doivent partager leur chambre. Donc c'est des grandes chambres, hein, c'est très spacieux. Donc, mais du coup, on les surveille quand même. On veut que tout se passe bien. D'accord. Donc voilà. Après, on mange tous ensemble. Ensuite, c'est un temps calme parce qu'il y a des enfants qui à un moment faisaient encore la sieste, d'autres qui ont besoin d'être un peu seuls, isolés du groupe parce que à 10 après un repas où ils ont tous voilà, pendant le repas tout le monde parle, tout le monde rigole, voilà, c'est des moments. Puis il faut les accompagner au repas parce qu'on en a des 4 ans, il y en a qui ont du mal à manger tout seuls, ils en mettent partout, voilà. Et ensuite il y a oui, le temps calme qui est aussi notre temps à nous pour faire des transmissions. Où moi du coup si c'est moi qui ai travaillé le matin, je raconte là je racontais ma journée. Il s'est passé ça ce matin, tel enfant s'est battu, voilà, tout ce qui a bien pu se passer, tel enfant a fait pipi, euh, on a joué, ça s'est bien passé, tout ça, tout ça. Et à 14 heures, mon collègue arrive pour prendre le relais. Donc du coup, c'est plutôt un moment d'échange avec mon collègue, je raconte ce qui s'est passé, s'il y a des enfants de punis, parce que voilà, il peut y avoir des punis qui sont punis le soir, parce que les enfants, leur truc, c'est la veillée. Mais ça, j'y viendrai après. Donc du Ok. coup, si c'est moi qui ai commencé à 14 heures, je prends le relais avec mon collègue. Et après, on enchaîne aussi sur des activités le dimanche après-midi. On essaie de les sortir, soit parce qu'on est deux le dimanche après-midi, donc on peut diviser le groupe. Donc c'est-à-dire qu'on peut emmener les grands faire une activité, les petits une autre. D'accord. Parce que l'écart d'âge aussi, c'est très compliqué. Ouais. Donc voilà, après, souvent le soir, on vérifie bien que tous les devoirs ont été faits, qu'il n'y a pas de mots à signer. Vraiment comment dire, je dirais pas dans une famille lambda parce qu'on n'est pas une famille, mais vraiment une organisation de vie qui pourrait être comme quand ils sont chez eux où voilà, ils doivent checker toutes leurs affaires pour le lendemain matin. Donc on prépare les habits pour qu'ils soient tout beaux pour le lundi matin. Hmm. Après, du coup, il y a les petites douches. Ceux qui n'ont pas pris de douche le matin, ils prennent une douche le soir. Donc là aussi, on doit les accompagner aux douches. Et après, on mange et une petite veillée. Et après, la veillée, ça dépend des enfants. Il y en a qui vont vouloir télé, il y en a avec qui on va faire des jeux de société. Il y en a avec qui vont préférer des contes. Souvent, les petits, c'est vrai qu'ils adorent les contes, donc on fait des contes. Et après, chaque groupe se couche en fonction de sa tranche d'âge.
D'accord. Donc les petits vont se coucher souvent aux alentours de 20 heures. Après, on va enchaîner avec les plus grands, parce qu'on a trois groupes en fait le soir. On a le groupe été, printemps et hiver, donc c'est les Mhm. noms qu'on leur a donnés. Et en fait, c'est en fonction de leur tranche d'âge, mais aussi en fonction de leur développement. On a des enfants qui peuvent être très grands, mais vont être mieux avec le groupe des moyens, parce qu'il y a souvent une déficience ou une problématique. Donc D'accord. voilà, après, c'est les accompagner au moment du coucher, des moments qui sont souvent avec le groupe que j'ai actuellement qui sont assez agréables parce que j'ai eu des enfants qui avaient des difficultés à s'endormir du fait de voilà de leur traumatisme, de cauchemars, de choses comme ça. Là, j'ai un groupe où c'est plutôt les bêtises, c'est de demander 15 fois à aller faire pipi ou de parler beaucoup dans leur chambre, mais ça reste voilà, ça reste pas très difficile quoi. On arrive à gérer. Ça marche. Et souvent il y a un éducateur qui part à 21 heures et un autre qui part à 22 heures quand le veilleur arrive. D'accord. Et puis, ok. Alors, on reviendra. Bah, merci pour cette description hyper précise. On va donc en fait un peu plus tard dans l'interview essayer de retracer ça et de mettre un peu, d'illustrer tout ça. Mais avant, on passe à l'interview émotion, le quart d'heure émotion. Première question, c'est quoi pour toi un moment de grande joie, de fierté, hein, vraiment un moment de, un truc qui s'est particulièrement bien passé que tu peux nous raconter? Bah, en fait, je fais un travail, même s'il peut paraître difficile, qui est un travail que je trouve rempli de joie, en fait. C'est vrai que j'ai pas des grands moments de joie. C'est-à-dire que le dernier moment de joie que je me rappelle, c'est un moment du quotidien mais qui m'a rendue tellement fière. Voilà, j'accompagne un enfant qui, quand il est arrivé chez nous, en fait, a des troubles neurologiques. Donc, il a 4 ans et il marchait pas tout seul, il mangeait pas tout seul, il parlait pas, voilà, quasiment pas. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de chemin avec lui. Donc maintenant, voilà, il marche, il parle un petit peu, il se débrouille bien. Et en fait, il a des gros pieds. C'est important à signaler parce que pour la suite, c'est rigolo. Il a des gros pieds du fait bah, du coup qu'il a eu des plâtres et tout ça. Et en fait, ça fait quelques temps que je travaille avec lui, le fait de s'habiller tout seul et notamment d'arriver à mettre le bas de son pantalon. Et il y a un matin où je le laisse dans la salle de bain et j'entends qu'il m'appelle et j'arrive en courant et tout. Et en fait, c'était juste pour me dire qu'il avait réussi à mettre son pantalon tout seul. Et j'étais tellement fière, mais comme si voilà, on avait gagné un truc de ouf, quoi. Donc c'était un moment pour moi qui était vraiment très très bien, tellement que j'en ai envoyé des messages à mes collègues pour leur raconter. Comment ils ont réagi? Ah bah ils ont rigolé, ils ont rigolé, mais ils étaient fiers avec moi, c'était ça qui était. On était trop contents pour lui. C'est des petites victoires en fait du Ouais, quotidien et je me rends compte que c'est ce qui me fait aimer ce métier en fait, parce que des fois d'accord. c'est des trucs qui peuvent paraître, mais je suis trop contente pour les enfants, c'est Donc, des moments sympas. ouais, c'est de les voir évoluer, de les voir progresser et de voir que C'est ça. t'as un petit peu participé à ça. Exactement, surtout que c'est un métier où souvent tu vois pas le résultat de ton travail tout de suite. En fait, ça prend des mois, ça peut prendre Ouais. des années. Et c'est vrai que au fil du temps, quand tu te remémores en fait quand ils sont arrivés ou il y a quelques semaines auparavant encore, tu te dis waouh, voilà, je suis vraiment heureux pour eux. En fait, c'est vraiment ça, quoi, me dire que voilà, ils grandissent très bien. Hmm. Ah, c'est cool. Trop cool. Merci pour ton partage. Alors maintenant, on va passer à un moment de peur, un gros stress que tu as eu, un truc qui t'a fait flipper. Ce serait quoi, un souvenir? Euh, un souvenir. Alors quand je travaillais à la MDE, Ouais, le foyer d'accueil d'urgence, c'était un endroit vraiment assez violent. ok. Très violent, où même en tant qu'apprenti, je travaillais seule. Je sais que ça a changé ces dernières années, mais à cette époque-là, bah, tellement que j'en ai fait mon mémoire en fait d'éducateur sur la violence. Voilà, parce que là-bas, c'était vraiment tout le temps un truc de fou. Alors, Et excuse-moi, Alison, j'accueillais. c'est quoi la MDE? Tu peux le rappeler pour tout le monde? Alors, c'est la maison départementale de l'enfance en fait. Chaque D'accord. département a une MDE. En fait, c'est un foyer d'accueil d'urgence qui doit accueillir tous les enfants. Voilà, si les enfants, voilà, maltraitance, l'enfant est à l'hôpital parce que voilà, il a eu des maltraitances et qu'il n'y a pas encore de lieu de placement, on va l'envoyer à la MDE. Et la D'accord. MDE doit les accueillir.
C'est D'accord. des petites unités de vie. Donc c'est là où je disais qu'il y avait la pouponnière avec les enfants nés sous X, mais il y a aussi des bébés maltraités ou négligés. Il y a une unité des petits, c'est là où moi je travaillais. Ensuite, il y avait une unité des garçons-filles, une unité des adolescents-filles, pardon, oui, et des adolescents garçons. D'accord. Donc voilà, c'est divisé en des petits pavillons, en tout cas celle de Sergi. Ok. Et donc du coup, Et alors vas-y, tu nous racontais, je t'ai donc coupé, je j'étais suis sur désolé. cette unité des petits. Oh, Ouais. ne t'inquiète pas. Et en fait, on accueillait des enfants et des enfants assez violents. Et on avait un enfant qui se faisait beaucoup maltraiter par le groupe. C'était vraiment très très impressionnant. Euh, le groupe le maltraitait énormément. Et il avait dans sa posture aussi, à lui, il suscitait quelque chose chez les autres enfants qui l'incitaient à le maltraiter. C'était vraiment très très impressionnant. Et un jour, j'étais seule et je voyais les enfants étaient dehors, chacun était dans leur chambre, et j'entendais qu'on appelait son prénom. Les garçons, ils étaient en fait devant la fenêtre au rez-de-chaussée, dehors, en train de l'appeler. Ils appelaient son prénom. J'ai couru tellement vite parce que le temps que enfin, il était la fenêtre grande ouverte, et en fait, il l'appelait pour qu'il se jette du deuxième étage Hmm. par la fenêtre, et je l'ai attrapé par son pull pour le tirer à l'intérieur, mais j'ai eu tellement peur. Vraiment, ça s'est joué à quelques secondes qu'il se jette par la fenêtre et que ce soit une catastrophe. Wow. Donc c'est vraiment un moment où je crois que je me rappellerai toujours parce que je crois que j'ai jamais couru aussi vite. Et maintenant, voilà, je me dis, ouf, c'était la folie, vraiment la folie. D'accord. Ok. Donc du coup, maintenant, t'es plus du tout dans ce type d'environnement. Non, en fait, quand je suis pas restée à la MDE parce qu'on m'a proposé de rester hein, après mon diplôme, mais j'en pouvais plus de cette violence. En fait, je D'accord. pense que j'avais besoin de prendre vraiment du recul. Et là, je suis dans une maison d'enfants où déjà, c'est pas du tout les mêmes conditions. Et où je me sens vraiment plus détendue, plus. Là-bas, c'était vraiment à chaque fois que j'y allais, je me savais que j'y allais. J'ai eu un coude fracturé, j'ai eu une côte pétée, parce que c'était soit altercation avec les enfants, soit les enfants qui se battent entre eux. C'était vraiment un environnement très très violent. D'accord. Ouais. Ok. Bon, dur. Ok. Donc vraiment, en fait, ce que il y a, donc si c'est départemental, ça veut dire qu'il y a de nombreux lieux comme ça en France, Oui, avec beaucoup de violence. avec beaucoup de violence. Après, ça dépend des départements. Ouais, Et c'est puis c'est vrai. vrai qu'il y a eu, ça dépend aussi de la direction. Moi, je suis D'accord. arrivée à un moment où la direction c'était très très compliqué. Hmm. Vraiment, ça se passait pas bien du tout. On était tout le temps en sous-effectif. C'était vraiment vraiment très très dur. Donc je sais qu'après il y a eu voilà le département a pris les choses en main. Il y a eu des changements, mais c'est vrai que enfin, à l'époque où moi j'y étais, c'était très très inquiétant. Ok. Bon. Alors, après la peur, maintenant, on va parler de la colère. Un truc qui t'a vraiment beaucoup énervé. Ce serait quoi? Bah, en fait, la colère que je ressens souvent dans mon travail, c'est vis-à-vis des institutions. Que ce soit vis-à-vis voilà euh, de l'école. Souvent, on entre en conflit avec l'école, faut dire, parce que c'est vrai que on accueille des enfants quand même qui ont des profils particuliers. Il y en a qui ont été déscolarisés longtemps, il y en a d'autres qui ont un rapport à l'école qui est très difficile. Et le système scolaire en France s'adapte quand même très difficilement à ce genre d'enfants. Donc souvent, on entre en difficulté avec avec les professeurs ou on est en désaccord. Donc du coup, le moment de colère où je me rappellerai, c'était bah, du coup un jeune garçon que j'accompagne, celui dont je parlais, qui parle pas beaucoup, qui est scolarisé, voilà, et avec qui on a eu du mal à l'école. Et c'est vrai que la maîtresse a beaucoup d'enfants. Donc gérer un enfant comme lui, c'est un petit peu compliqué. Il est pas du tout violent, mais c'est vrai que du coup, il demande quand même une petite vigilance. Il a un moyen de communiquer qui passe beaucoup par le. Au début, il attrapait beaucoup les enfants pour communiquer avec eux parce que du coup, il pouvait pas leur parler. Et en fait, régulièrement, ces derniers temps, il nous revenait avec le visage tuméfié, en fait griffé par les autres enfants, notamment un autre enfant qui s'en prenait à lui. Et on signalait beaucoup à la maîtresse, qu'est-ce qui se passe? Elle disait oui, mais il est compliqué, il est compliqué. Oui, mais quand même, nous, on l'a sur la maison, on sait qu'il est compliqué, mais ça va, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, il va pas s'exprimer tout de suite. Des fois, il a besoin qu'on l'aide à mettre son pull à l'endroit, enfin des trucs très basiques, hein. Et il revenait vraiment avec des plaies ouvertes sur le visage. Et un jour, elle l'accompagne jusqu'à la porte et elle me le tend et elle me dit voilà, au revoir. Et elle me le tend.
Voilà, et je pense qu'elle s'est dit que j'allais partir, que j'allais pas faire attention. Et en fait, lui, il me dit, et je regarde, il avait tout ça ouvert. Je me dis à la maîtresse, qu'est-ce qui s'est passé encore? Et elle me dit, ah oui, j'ai dit aux parents de couper les ongles de leurs enfants. Du coup, j'étais très énervée. Ouais. C'était vraiment un moment, voilà. Dernièrement, c'est le dernier truc qui m'a énervée, c'est quoi cette réponse, quoi? Mais parce que je pense elle est dépassée. Mais nous, on est très énervés vis-à-vis de ça. Hmm. Et puis après, oui, il y a aussi cet énervement vis-à-vis au sens large des institutions quand on voit que les choses n'avancent pas. Voilà, et j'ai des enfants qui n'ont pas vu leurs parents depuis mai parce que voilà, il n'y a pas pu avoir de rencontre entre l'aide sociale à l'enfance et le parent. Du coup, ça fait des enfants qui sont très tristes et ça nous met très en colère pour eux, quoi. Hmm. Donc c'est quoi? C'est un sentiment un peu d'injustice par rapport à ces enfants? C'est ça. Ouais. C'est pas juste. En plus, c'est vrai qu'on a des enfants peuvent avoir des situations qui sont. Voilà, on n'a pas que des enfants qui sont maltraités. On a Ouais, aussi des familles qui sont en difficulté. On a beaucoup de mères seules. d'accord. Donc voilà, là même pendant une grande période, on n'avait aucun père de présent. Donc des femmes seules qui se trouvent démunies. Donc voilà, on a des femmes à la rue, du coup. Euh, et du coup qui ont des difficultés à s'occuper de leurs enfants, mais que c'est pas forcément de leur fait, c'est la vie, les choses qui se passent dans la vie, Ouais. les maladies, les séparations, les violences conjugales, on a eu tout ça. Mhm. Et c'est vrai que c'est assez injuste parce que du coup, la situation n'avance pas, mais parce que le parent n'arrive pas à trouver de logement adapté. Enfin, des choses vraiment qui sont très difficiles à comprendre D'accord. et qui sont du coup difficiles à comprendre pour l'enfant. Pour lui, Ok. c'est injuste. Ouais. Ok. Alors, ma dernière émotion, on va parler maintenant de tristesse. Un truc qui t'a beaucoup attristé, un truc, une déception, voilà, quelque chose qui est... Ce serait quoi? Ce serait quoi comme souvenir? Après, c'est vrai que moi, j'ai pas une personnalité triste. Voilà, je suis quelqu'un, quand je travaille, voilà, j'ai bien rigolé. Je suis pas quelqu'un qui va être triste, même pour les enfants. Voilà, quand je vois qu'il y a des choses je vais pas être triste, je vais être là, allez, on passe à autre chose, allez, la vie continue, on fait d'autres choses, on va de l'avant. Après, c'est vrai que des fois, j'ai des situations où les enfants me touchent quand même, hein. On a accueilli un jeune où, voilà, sa mère le laissait complètement, voilà, n'y prêtait pas attention, elle s'occupait pas de lui, elle n'était pas présente. Et il avait organisé une brocante. Et sa mère lui avait dit, je viendrai. On se doutait qu'elle viendrait pas, hein. On le savait, mais lui, il avait espoir, parce que les enfants, voilà, dans nos institutions, ils aiment tous leurs parents, quand bien même ils les ont maltraités, ils ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de leurs parents, c'est leurs parents. Ouais. Et du coup, il prépare cette brocante. Il nous avait demandé, voilà, de lui ramener des choses pour qu'il puisse les vendre à la brocante. Il était très motivé. 2 semaines avant la brocante, la mère commence à plus donner de nouvelles. Et à ce matin-là où je suis arrivée, il s'était levé à 7 heures parce qu'il fallait être en avance à la brocante. Et je suis arrivée à 8 heures et il était toujours là, assis sur son lit, en train d'attendre sa mère qui n'est jamais venue. Hmm. Donc du coup, bon après bien sûr il a explosé, il a voulu tout casser, taper les autres enfants, mais parce qu'il était en grande souffrance. Et même moi à ce moment-là j'étais tellement triste pour lui parce que ça faisait, ouais, j'avais de la tristesse. Ça m'a touchée, je me suis dit, ah. Et même la violence qu'il nous a renvoyée, je la comprenais, c'était très injuste pour lui. Hmm. Et du coup ça m'a rendu triste. C'est vrai que c'est. Et puis il y a une autre fois aussi là où je me suis vraiment questionnée sur notre place d'éducateur, où on a un enfant qui est parti, voilà, il a été exclu pour un motif, voilà, qu'il aurait agressé un autre enfant de manière sexuelle. Donc l'institution a fait le choix de le renvoyer. Et, euh, et c'était très dur parce que cet enfant du coup niait les choses. Voilà, il n'y avait pas de témoin, il y avait juste la parole des deux enfants. Et lui dire, voilà, au revoir parce que lui pleurait beaucoup. Et, euh, et puis il y avait aussi voilà, ce côté où où on le questionnait, est-ce que ça s'est vraiment passé? Et ça m'a rendu très triste, surtout que juste après, en fait, quelques temps après son départ, l'autre enfant a avoué avoir menti. Il a dit qu'il soit éducatrice à qui il avait révélé tout ça soit là lors de son audition, parce que forcément les parents ont porté plainte, il y a eu toute une histoire, parce qu'en fait il avait menti. Donc l'autre enfant a été exclu, a beaucoup pleuré, a été accusé de choses très dures. Et moi, ça m'a fait rendu très triste. Et encore plus après avoir su qu'en fait, c'était vraiment pas vrai, même si je m'en doutais. Hmm. Ouais.
beaucoup de moments de vie, quoi. Beaucoup, beaucoup de moments de vie. Mm. Bon, mais merci pour tous ces partages. C'est vrai que on sent ton vécu que voilà, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme beaucoup d'endroits. Mais c'est vrai que là, avoir ces histoires-là, moi, ça me touche aussi, hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Euh, non, mais ça me fait plaisir de partager parce que c'est pas un métier connu. Moi, maintenant, ça fait presque 10 ans que je fais ça. Ouais, Et c'est vrai que nous, on a de plus en plus de mal à recruter. ouais. Voilà. On a beaucoup de stagiaires sur le carreau, mais on a personne qui veut venir travailler. Alors que c'est un métier extrêmement riche et que moi, j'affectionne beaucoup, même s'il y a des moments, voilà, de colère, de tristesse. C'est un métier qui me renvoie beaucoup de choses. Positif, en fait, c'est un métier que voilà, je me verrais pas faire autre chose. Et c'est un métier, quand je vais au travail, je me dis pas, oh, je vais au travail. J'y vais Hmm, vraiment pour vivre des moments de vie, pour vivre des moments intenses, des moments importants. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à recruter, hein. C'est très très dur. ouais. Bah, c'est vrai que il y a une méconnaissance, hein, je pense. Une méconnaissance de ce métier-là. Mais bon, on va en reparler sur la fin. Bah, il y a dans le chat, hein, il y a Fleur du Nil qui se dit vraiment très intéressant et émouvant. Bravo à toi. Et, euh, Merci. et d'ailleurs, si jamais vous avez des questions supplémentaires, bah voilà, je vous invite à les poser maintenant. Là, on va donc pouvoir reparcourir un peu ta journée type de tout à l'heure pour voir un peu comment on peut la résumer. Alors, donc je vais un peu changer de format. Donc, est-ce que ça intéresse? Donc, j'ai pas mal de questions. Donc, avant de passer à ça, pas mal de questions. D'abord, on a Didi Cubès qui nous pose la question, qui nous dit, pour quelle raison ça intéresse pas? Est-ce que c'est le salaire? Exactement. Le social, ça paye pas. C'est Ouais, c'est triste, hein, mais c'est ça, en fait. C'est le salaire, les horaires. Enfin, après, les éducateurs, il y a, voilà. Nous, les mots qui laissent tourner, c'est que c'est plus intéressant de bosser dans le handicap. Dans ouais, le handicap, il y a de l'argent, voilà. d'accord, On est bien payé et c'est souvent des horaires de journée parce d'accord. que c'est des IME, donc c'est des écoles pour enfants handicapés. C'est des horaires assez cool et il y a un bon salaire. Le problème de la protection de l'enfant, c'est qu'il y a quand même pas mal d'internats. Mhm, Donc l'internat, ce qui veut dire que la vie de famille, c'est compliqué. Voilà, moi, il y a des soirées, je finis à 22h. Il y a des week-ends, je travaille. Donc, il y a des week-ends, mes potes, ils font soirée. Moi, je finis à 22h. Je fais un 14-22 ou 11-21. Bah, mon week-end, il y passe. mhm. Les fêtes aussi. Je peux travailler à Noël et au Nouvel An. Donc, c'est vrai que c'est des horaires assez difficiles. La paye est pas non plus énorme, hein, vraiment pas énorme. Donc, c'est pas un métier. En fait, c'est un métier qu'on fait par conviction, mais Ouais, surtout pas pour se faire de l'argent, ça c'est sûr. Et alors, l'insertion, j'en parle même pas. J'ai jamais été aussi mal payée qu'en insertion. J'étais encore moins bien payée qu'en apprentissage. d'accord. Parce que c'est vraiment le parent pauvre du social, de l'insertion. Il y a très peu de budget. En fait, c'est des financements d'État qui sont. Voilà, c'est vraiment très très difficile. Pour bien comprendre, l'insertion, c'est l'insertion de personnes qui sont. Enfin, moi, ce que j'ai en tête, c'est les gens qui sont à la rue. C'est Mm. ça ou il y a aussi d'autres types d'insertion? Bah, il y a l'insertion. Moi, quand j'ai travaillé en CHRS, je m'occupais des personnes qui étaient à la rue, du coup, qui étaient dans un centre d'hébergement. Ouais. Mais dans l'insertion, il y a aussi, je m'occupe aussi de 15 hommes seuls sans papier. Mhm. Donc, à la rue, il y a plusieurs profils. Il y a ce qu'on pourrait appeler un SDF, comme un sans-papier. Ouais, d'accord. Il y a aussi les foyers de jeunes travailleurs, c'est de l'insertion. Ok. Donc, c'est pour des jeunes du coup, qui débutent. Ça, c'est de l'insertion. Après, il y a des choses qui sont un peu entre deux. Il y a vraiment tout ce qui est insertion en termes, voilà, on fait des ateliers auprès d'adolescents aussi. Ça peut être considéré comme de l'insertion. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas du tout financé. C'est du budget. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Moi qui venais de la protection de l'enfance et en plus dans la fonction publique, basculer dans de l'insertion. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'était une catastrophe. Trouver des aides pour des gens qui n'ont rien, c'est très dur. C'est très très dur. Bah, en fait, l'État finance beaucoup pour les enfants, mais pour les adultes, il n'y a rien. En fait, c'est le RSA, c'est extrêmement dur. Donc Je c'est crois que dur le mot que aussi, j'ai hein. plus dire, c'est Ouais, extrêmement dur. ouais, 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 bon après voilà, c'est ton quotidien, je comprends, hein. Enfin, je comprends, c'est normal.
Alors, donc on va passer à l'étape suivante. Donc c'est la carte d'expérience, l'experience map. Alors attends, avant ça, j'ai un gros commentaire, je vais le lire avec toi. Mes collègues éducateurs m'ont expliqué que le boulot d'éduc devient de plus en plus administratif et moins sur le terrain qu'avant, ce qui dérange aussi les jeunes. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Je dirais oui. Parce que l'État, en fait, nous demande de plus en plus de rendre des comptes Mhm. euh, en termes de voilà d'administratif. Après, il faut savoir que la situation en fait change en termes de placement. En tout cas, du coup, dans mon domaine, parce qu'avec l'arrivée des placements à domicile, euh, les D'accord. placements à domicile, en fait, c'est les éducateurs, des situations qui à l'époque auraient pu relever d'enfants placés dans des maisons d'enfants. On va les maintenir à domicile parce que leur situation peut être travaillée par un éducateur à domicile. C'est tout nouveau. Du coup, ça va demander beaucoup d'administratifs, beaucoup de rapports, parce qu'il va falloir relayer sur des temps plus courts. Donc, ça nous demande vraiment beaucoup d'administratifs. Et c'est vrai que ça peut bloquer parce que faut avoir quand même une certaine facilité à l'écrit, rendre des comptes à un juge, rendre des comptes à des organisations. Ils sont très exigeants. Et du coup, ça peut freiner en effet. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de reprendre un peu ce qui s'est passé pour toi. Donc une journée type. Et donc, je vais essayer de synthétiser ça. Donc toi, un dimanche matin type, en tant qu'éducatrice spécialisée, qu'est-ce que c'est? Euh, alors, tac, éducatrice spécialisée. Donc, ce que tu nous disais, c'est que tu remplaces, donc c'est pas que tu remplaces le veilleur, enfin, c'est le. Je prends son relais. Voilà, donc c'est. Je prends le relais du veilleur. Et donc, en fait, à ce moment-là, comment ça se passe, toi, le matin? C'est plutôt bon mood. En tout cas, la dernière fois, c'était plutôt bon mood, plutôt. C'est toujours bon bout de moi le matin. C'est vrai que je pars du principe que pour commencer une bonne journée, faut arriver avec le sourire. Moi, si j'arrive avec le sourire, déjà les enfants, ils risquent de commencer une meilleure journée que si j'arrive, voilà, énervé d'être là et en faisant la tronche, ça va mal se passer. D'accord. Donc, il faut que tu aies le sourire, il faut que j'ai Ouais. le sourire, car ça joue sur les enfants. Mm. Donc, du coup, tu commences à 8 heures. Tout ce qui va être autour de préparer les tartines, donc préparation du petit-déj. Est-ce que c'est un moment plutôt. Un moment comment? Comment tu le décrirais ça? Tranquille, parce qu'en fait, les enfants, déjà, ils se battent tous pour m'aider à mettre la table et à préparer, hein. Le petit déj, c'est le moment, ils aiment bien. Donc, c'est vrai que c'est vraiment tranquille, quoi. On est là, chacun prend ses trucs. Les grands aident souvent les petits à se servir. C'est vraiment un moment sympa. Donc, D'accord. tranquille. Vraiment, on est détendu devant la télé. Tranquille, détendu. Ça marche. Et donc, comment tu décrirais ça en arrivant? C'est que tu as la patate, ce serait quoi le terme? Ouais, je suis motivée. Motivé. Motivée. Ok, ça marche. Donc après, tu nous parlais de rangement. Donc il y a souvent du rangement et puis après une activité manuelle. Alors le rangement, est-ce que c'est comment tu définirais ça? Est-ce que Ça peut être un moment de speed. Parce ouais, que du coup, pendant qu'il y en a qui rangent, les autres peuvent se permettre de faire des bêtises. Donc moi, ça va être le moment un peu plus stressant de ma matinée, en fait. d'accord. Je vais essayer de trouver un petit emoji qui va bien, un moment un peu speed. Ce serait quoi? Ce serait euh, celui-ci? Peut-être un peu trop fort. Ouais, oui, celui-ci. Parce que je suis en train de courir partout, donc oui, c'est pas mal. D'accord. Donc un peu stressé, un peu speed. Donc parce qu'en fait c'est il court partout et toi t'es toute seule. Bah, en fait, c'est moi qui cours parce que du coup, en D'accord. général, je les envoie dans leur chambre. Parce que quand t'es seul, en fait, on a une chambre au rez-de-chaussée, plusieurs chambres au premier étage et plusieurs chambres au deuxième étage. Donc, il suffit que je sois au rez-de-chaussée pour qu'ils se disputent en haut ou alors qu'ils fassent des bêtises, ou vice-versa, entre le deuxième et le premier. Donc, c'est vrai que du coup, je monte les étages, je redescends les étages. C'est un métier très physique. D'accord. Pour que je cours au premier. Ok. Et donc après l'activité manuelle, alors on n'en a pas trop parlé. C'est quoi comme activité manuelle le matin? Deux, trois exemples par exemple. Les perles, en ce moment, ils aiment bien les perles. Faire des tableaux aussi, avec des paillettes pour décorer leur chambre. En ce moment, on est sur un projet de déco des chambres que j'ai lancé parce qu'en fait, on trouvait que les enfants investissaient pas assez leur chambre et je me suis dit que s'ils la décoraient eux-mêmes leur espace dans leur chambre, ils pourraient l'investir plus facilement au lieu de les crayonner sur les murs avec des stylos. D'accord. Alors
on avait parlé, par exemple, tout à l'heure de, enfin, on a mentionné des photos. Est-ce que tu arriverais à m'envoyer quelques photos sur Messenger? Comme ça, je les rajoute petit à petit Oui, bien pour sûr. qu'on puisse se Attends, rendre je sais compte. t'envoyer ça. Ça marche. Donc, en parallèle, c'est peut-être un peu difficile comme exercice. Tu dirais que j'imagine que ça doit être sympa, les activités manuelles, c'est un moment. Oui, c'est sympa. Après, c'est vrai que comme on a des petits, D'accord. c'est plus facile avec les grands parce que tu peux les laisser sur leur tableau, par exemple, ça va aller. Avec les petits, bah, ils vont tartiner des paillettes sur leur tableau et sur le tableau des autres, ou alors manger la pâte à modeler, manger la pâte à sel, manger les paillettes. Voilà, donc c'est vraiment que ça demande un petit peu que moi je garde les petits près de moi et les grands un peu plus en autonomie. Donc c'est vrai qu'avec les petits, c'est un peu plus technique pour moi. D'accord. Sur le chat, dites-moi si pour le moment ce type de format, donc c'est la première fois que je fais ça, si ça va en termes de suivi ou si c'est un peu moins intéressant. Je prendrai votre retour aussi à la fin, mais pour savoir si le rythme pour le moment ça va bien. Moi, du coup, Antoine, je t'ai toujours pas vu sur le Twitch. Ah, c'est vrai? Ah, ça a bugué. Ouais, c'était tout à Euh, l'heure. réactualiser la page éventuellement, comme ça au moins. Mais ok, on va voir un peu. Donc du coup, les photos, donc voilà, c'est le truc que j'ai envoyé un peu tard. Enfin, hop, mais voilà, on a un exemple d'activité. Alors, on fait aussi beaucoup de vernis. Alors, je t'ai envoyé aussi des photos parce que c'est avec nous que les enfants passent leurs fêtes, dont notamment les anniversaires, c'est des temps forts que moi D'accord? j'apprécie beaucoup D'accord. avec les enfants parce que voilà, je suis une grande fan des anniversaires et surtout qu'à cet âge-là, c'est quand même des moments importants. Et voilà, puis je t'ai envoyé une petite photo avec une citation que j'aime bien, qui je trouve est assez bien pour mon métier. Bah écoute, je vais la rajouter. Donc, accompagner quelqu'un ne consiste pas à le porter sur ses épaules, mais à lui apprendre à se servir de ses ailes. C'est chouette, hein? Je vais mettre tout devant. C'est une citation que tu as collée au-dessus de ton lit et Ah, que c'est bon, je te tu te vois relis sur tous les Twitch. jours? Ouais. Non, mais c'est vrai quand on prépare le diplôme d'éducateur, on nous demande de faire beaucoup de lectures. Je pense que D'accord. c'est aussi ce qui peut freiner, hein. Voilà, beaucoup, beaucoup de lectures. Et c'est des citations comme ça, j'en ai plein. C'est chouette. Ok. Donc, les activités manuelles plutôt sympas, la surveillance qu'il peut y avoir. Donc, tu me disais que parfois il y avait des petites bagarres, il y a des enfants qui ont tendance à reproduire. Voilà, donc l'aspect surveillance, est-ce que tu trouves ça un peu pénible ou est-ce que tu trouves ça plutôt tranquille, plutôt normal? Comment tu définirais ça? Euh, ça dépend en fait de quel enfant est là. C'est parce que comme les week-ends, en tout cas sur un dimanche, un week-end sur deux, ça dépend de voilà. On a un enfant où quand je sais qu'il est là, je vais essayer de le garder avec moi tout le temps. Et ça peut être très pénible parce que c'est pénible pour moi. Et je pense que je lui transmets aussi le fait que ça, voilà, c'est compliqué. Et du coup, ça peut être un moment, ouais, un peu plus, pour moi, compliqué. Voilà, la surveillance des enfants à ce moment-là est moins sympa. Parce que bon, quand c'est des disputes, à la limite, qui se disputent entre eux, ça reste pour moi de l'ordre du normal dans un groupe. Mais c'est vrai que surveiller quand il y a des histoires d'attouchement ou de choses comme ça, c'est compliqué parce que les enfants vont essayer de se cacher pour le faire. Donc, du coup, il faut que je sois vraiment très, très au taquet. D'accord. Comment tu définirais ton sentiment à ce moment-là? Euh, stressé. D'accord. Ouais, je dirais que c'est du stress parce que du coup, ces petits moments maintenant, il faut que je sois un peu partout, donc c'est du stress. Ok. Donc tu parles de stress et donc il y a des fois aussi où ça se passe bien ou finalement c'est- En fait, au final, ça arrive rarement ces moments d'attouchement, hein. Oui, oui, voilà. Mais parce que justement, j'ai ces moments de stress. Mhm. Mais après, c'est des moments qui vont être assez courts, hein, parce que c'est vrai qu'entre le moment où du coup il y a l'activité, il y a les chambres et il y a le repas,
Sur une matinée, ça se joue à 1 heure et demie. D'accord, Donc c'est 1 heure et demie de course pour après se poser avec les enfants. d'accord. C'est des journées qui sont très, voilà, des calmes, voilà, stressées, calmes. On est parti. Ok. Donc, si tu n'es pas stressé, quand ça se passe bien, tu te définirais comment? Tranquille, vraiment tranquille, je dirais. D'accord. On est dans notre, voilà, le dimanche, on est dans notre tranquillité, on s'est rodé, on fait des petites blagues, on rigole, je fais des petits jeux avec les enfants. Des fois, il nous arrive de faire des Just Dance le dimanche matin. D'accord. Donc vraiment tranquille, ça marche. Ok. La préparation du repas. Alors, préparation du repas et repas, ça avait l'air amusant, mais bon, quoi tu dis? Oui, parce qu'en fait, les enfants savent que je suis très nulle en cuisine. Voilà, c'est pas du tout mon point fort. Mais alors, pas du tout. Il y a des enfants qui cuisinent bien mieux que moi. C'est une catastrophe. Et du coup, c'est un moment rigolo parce qu'avec les enfants, des fois, on se lance dans des expériences. Ils savent que c'est moi et du coup, on va essayer des choses nouvelles. On regarde ce qu'il y a dans les placards, on se dit, on fait ça avec ça. Et des fois, ça donne des trucs improbables. C'est vrai que je suis pour qu'ils mangent des légumes. Et des fois, ils vont me demander de leur faire des pâtes. Donc, des fois, ça finit en pâtes aux légumes avec les légumes qu'on trouve dans le frigo. Enfin, des choses un petit peu folles. Après, on se dit, oh, on a essayé ça, c'était pas bien. Et voilà, donc c'est des moments assez drôles et sympas en fait. D'accord. Parce que même si je suis pas forte, en fait, c'est des moments que j'apprécie parce que c'est un moment de partage. Et c'est vrai qu'on a des enfants, ils savent tellement bien faire la cuisine, mais aussi parce que leurs parents leur ont appris, des choses comme ça. Donc ils m'apprennent des choses aussi à ce moment-là. Ah, donc en fait, ouais, même pour toi, c'est un peu une école. C'est ça. D'accord. Ils m'apprennent aussi. Ok, donc du coup, j'ai mis un moment rigolo, mais comment tu définirais ça, toi? Les moments de cuisine, toi, tu te sens comment à ce moment-là? À ce moment-là, Ouais, euh, bah, c'est des moments que j'attends en fait, que j'aime bien. Euh, du coup, je dirais que je suis amusée en fait. C'est vraiment d'accord. des moments d'amusement. Ah, c'est cool. Et le repas, du coup, c'est pareil? Repas, préparation, c'est un peu... Alors le repas, le problème c'est quand ils sont 10, Ouais, c'est difficile parce que d'accord. voilà, il y a plusieurs conversations en même temps. Et puis il y en a qui vont tendance, les grands ont tendance à parler fort parce que les petits en fait font plein de petits bruits, enfin c'est un peu parasitaire. Et les grands du coup vont parler fort, donc des fois je suis obligée de calmer le jeu plusieurs fois de moi de monter le ton pour dire oh il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. D'accord. Donc, Donc c'est vrai qu'à à 10 on est un peu comme à la cantine quoi. ouais, je vois. Donc, du coup, j'essaie de trouver un peu... Bon, je vais mettre ça, mais bon. C'est genre... donc là, c'est un peu... Fatigant je dirais. Je suis là, une fois que le repas est fini, c'est bon. Donc, ouais. Beaucoup de bruit partout, c'est un peu comme la cantine, quoi. Ouais. Ok. Tu nous parlais ensuite du temps calme. Alors moi, j'ai pas bien compris ce qu'était le temps calme après le repas. Alors le temps calme, du coup. Si on a des petits, en fait, le temps calme, c'est qu'on part du principe qu'après le repas, on souffle. Ouais, Souvent, il y a des petits qui sont fatigués, donc ils vont avoir besoin de dormir. Du coup, ça va être des moments où chacun est dans sa chambre. Ou alors, soit si ça se passe bien, ils ont le droit de jouer ensemble calmement. C'est des moments de jeu calme où il y en a qui lisent souvent, où il y en a qui dorment. Vraiment, un moment où on digère, on se repose. Et allez, ça permet à l'éducateur, du coup, d'être moins dans le speed et de pouvoir faire des transmissions. Donc, ouais, c'est-à-dire, nous, on a un classeur, on note, en fait, voilà, la matinée, on a fait telle activité manuelle, voilà, un tel a saigné du nez, un tel, voilà, a bien pris sa douche. Des choses comme ça. Donc moi, ça me permet de faire des notes. Et à l'arrivée de mon collègue, c'est toujours pendant le temps calme, parce que le temps calme en général, il dure de 13h30 quand on traîne à manger jusqu'à 14h30. d'accord. 14h30, 15h, ça dépend. Et du coup, quand mon collègue arrive, moi, je peux lui transmettre en fait tout ce qui s'est passé le matin. Et voilà, s'il y a des choses à faire dans la journée qu'il faut qu'il fasse impérativement, faire tel sac, il manque la colle de tel enfant, faut pas oublier du mettre, des choses comme ça. Ok. Donc toi, c'est un moment qui est plutôt serein, qui est plutôt stressant. Comment ça se Oui, c'est passe? un moment. Ah non, c'est un moment serein. Là, je souffle. Chacun est. On va dire que chacun est à sa place, mais chacun est dans sa chambre, chacun est sur une activité. J'ai pas d'enfants qui courent partout, qu'il faut occuper, qu'il faut accompagner. En général, ils se débrouillent plutôt seuls à ces moments-là.
Et puis ça peut être aussi des moments où en fait les enfants vont en profiter pour venir me voir et dire ah, on peut passer un temps pour discuter. Et voilà, on discute, ou alors ils viennent me voir pour un truc et en fait c'est pour discuter. Hmm. Voilà, ça peut être aussi des moments, comme c'est des moments de calme, ça peut être aussi des moments où les enfants bah, ont tendance à dire maman me manque, quand est-ce que je vois maman. Parce que du coup, nous, on a un agenda, donc les enfants en général, comme ils sont petits, c'est difficile pour eux de suivre un planning, D'accord. savoir à telle date tu vas voir ta mère. Donc ils vont venir, on va compter les dodos ensemble. Il reste 3 dodos avant de voir maman, des choses comme ça. Hmm. Des moments Donc c'est des moments d'échange. plutôt sympas. Ouais. Ouais. Ouais, ça doit être. Et sans Ok. les autres enfants. Parce que c'est vrai qu'il y Ah, a des enfants, les grands par exemple, vont plus exprimer des choses en individuel. d'accord. Voilà, parce que le fait d'être un groupe de 10 et qu'il n'y ait qu'un éducateur, fait que tu peux pas discuter avec lui. Il y a toujours un enfant qui va venir pour dire oh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Donc c'est vrai, à un moment où chacun normalement doit être occupé et où l'éducateur est disponible. D'accord. Ok. Alors, juste après, tu nous parlais des activités de l'après-midi. Donc, peut-être que c'est un peu la même chose que le matin, les activités manuelles. Non, souvent on sort en fait en général. C'est vrai que là avec le Covid, on a dû se réinventer beaucoup. D'accord? Mais en général, c'était vrai que le dimanche, on s'arrange pour sortir au moins dans le parc, parce que nous on est adjacent à un parc, et ça permet aux enfants de courir, de jouer au foot, de se défouler un petit peu à l'extérieur de la maison. Ok. C'est vrai qu'en général, on sort. Après, on peut aussi faire des activités manuelles, ça dépend du temps. C'est très variable. Ok. Mais c'est vrai qu'on a plus tendance à sortir l'après-midi que le matin. Et donc, tu nous parlais que l'écart d'âge avait l'air, en tout cas, d'être plus important sur les sorties que les activités du matin. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il y a une différence entre activités du matin, de l'après-midi? Bah, en fait, le souci de... là, alors, ce qui peut être bien le matin, c'est que on peut mettre les petits sur une activité et en général, les grands vont s'occuper tout seuls. D'accord. Le matin, c'est des adolescents en général. C'est vrai que à 10 heures, ils sont rarement levés. Donc, du coup, ils vont avoir leur matinée tranquille. Ok. Voilà, moi si je fais une activité avec les petits, bien sûr, ils sont les bienvenus. Voilà, Mhm. ça, il n'y a aucun souci. Mais ils peuvent aussi me dire, est-ce que je peux pas en profiter pour aller regarder ma série? D'accord. Parce qu'il y a aussi ça. L'adolescence fait que maintenant il y a les séries. En ce moment, on est dans une période où il y a eu Naruto, Teen Wolf, des séries que peuvent pas regarder les petits, mais que les grands peuvent regarder. Donc en fait, faut qu'il y ait des moments pour les petits et des moments pour que les grands puissent avoir ces temps sans tes petits yeux, ce qu'ils n'ont pas le droit de regarder, quoi. Donc c'est D'accord. vrai qu'à ces moments-là, les grands ils s'occupent. L'après-midi, c'est plus compliqué parce qu'on veut pas que les enfants restent tout le temps sur la télé. Ouais. Et du coup, vous trouvez une activité l'après-midi pour les petits et les grands, c'est dur. C'est très dur. Déjà que les adolescents, il faut les traîner pour faire autre chose que l'ordinateur et tout. Donc en plus, si on leur propose des activités qui plaisent aux petits, alors là, c'est sûr, on a non, je veux pas faire ça, on claque les portes, on pouffe, voilà, des trucs d'ado bien sympas. Et du coup, le fait d'être deux fait qu'on peut se diviser. Donc il y en a un qui peut sortir avec les ados s'ils veulent faire une sortie. Voilà, un truc un peu plus ado, un truc peut-être un peu plus physique, parce qu'avec les petits à 4 ans, c'est vrai que les séances de foot sont pas les mêmes. Et du coup, avec les petits, faire une autre activité. On peut jouer comme ça l'après-midi. Donc c'est plus sympa. D'accord. Et donc, du coup, tu dirais que c'est fatigant aussi l'après-midi, ou en tout cas, tu me dis que c'est dur. Alors, comment tu définirais, toi, ton sentiment, ton émotion à ce moment-là? Je dirais physique. Physique parce qu'il faut s'adapter en fait. Donc D'accord. et même physiquement, faut s'adapter quoi. Faut se dire voilà, on sort ou alors on fait une activité, on se lance dans quelque chose avec une partie du groupe. D'accord. Hop, je vais essayer de trouver un petit truc. Mais je trouve pas. C'est pas grave, je vais mettre ça. Donc, du coup, c'est physique. Donc, parce qu'en fait. Bon, je vais mettre ça. En gros, faut réfléchir, quoi. Faut réfléchir pour trouver le truc qui va bien et faut s'adapter. C'est ça. Ça te paraît bien, cette icône, ou pas trop? Ouais. Ouais. Oui, oui, ça me paraît bien. Alors, est-ce que sur la fin de journée, il y a des choses particulières à rajouter? Donc, les devoirs, d'abord, la douche, le repas. Mm. Oui, c'est des moments ça du quotidien. Après, c'est vrai que les dimanches, un week-end sur deux, il y a des enfants qui rentrent d'hébergement. Donc D'accord. c'est-à-dire qu'ils ont dormi tout le week-end chez leurs parents. Et ça peut être des moments compliqués. Quand on fait le dimanche soir et qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui sont partis en hébergement, on sait que ça peut être très dur. Parce que les séparations peuvent être très dures. Ça peut être des larmes, des crises de colère, des enfants qui sont pas bien toute la soirée.
leurs parents vont leur manquer, voilà, la nostalgie du week-end, ce genre de choses. Donc ça peut être assez difficile. D'accord. Donc là, ça doit être, donc là, c'est les retours de, comment tu dis? Alors nous, on appelle ça DVH, c'est D'accord. droit d'hébergement, droit de visite et d'hébergement. Donc c'est vrai qu'on en a, euh, là, oui, on a la moitié du groupe qui part un week-end sur deux. D'accord. Et donc en fait, alors pour bien comprendre, ils partent, ça veut dire qu'ils quittent leurs parents ou ils quittent la maison d'enfants? Alors en fait, le vendredi soir ou le samedi matin, ça dépend des disponibilités des parents. Ils viennent sur la maison d'enfants récupérer leurs enfants D'accord. et ils nous les ramènent souvent le dimanche soir. D'accord. Donc en gros, c'est quand ils reviennent, c'est un peu ils étaient bien avec leurs parents quand même. Et Oui, ils étaient bien avec leurs parents, même si ça s'est pas forcément bien passé, leurs parents vont leur manquer, ou alors ils vont nous montrer que ça s'est mal passé justement, d'accord. par des pleurs ou voilà, on a eu des week-ends où les parents ça s'est très mal passé, les enfants ont vécu des choses très dures au domicile, et bah quand le parent est parti, l'enfant a pu s'autoriser à pleurer, à dire ça s'est mal passé, ça va pas, D'accord. ce genre de choses. Donc généralement, c'est un moment que tu redoutes un petit peu les Oui, DVH. oui, je le redoute parce que j'espère que ça s'est bien passé pour eux. Après, je me dis ça peut être un moment de speed parce qu'en fait, souvent les parents ramènent les enfants. Ce qui est normal, ils préfèrent attendre le soir. Avant le repas, en général, ils les ramènent vers 18h. Sauf que nous, c'est le moment où on fait les devoirs et on fait les douches avec les autres. Ouais, Donc l'éducateur, faut qu'il y en ait un qui soit là en fait pour les retours, un autre qui s'occupe du coup des douches, des devoirs et de préparer le repas du soir. d'accord. Donc c'est un peu la course. Parce que c'est aussi un des seuls moments où on va voir les parents et ils vont pouvoir nous faire des demandes ou nous raconter des choses. Voilà, par exemple, tel enfant, ce week-end, ça s'est mal passé, il a fait une crise, il voulait pas, voilà, il voulait pas débarrasser sa table, du coup, il a tout jeté par terre, on a dû se mettre à trois pour le tenir, parce qu'il cassait toute la maison. Ça, c'est déjà arrivé. Mais du coup, il faut qu'on ait ce temps pour discuter avec les parents et sans être parasité par les autres enfants. Hmm, Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup chez les petits, ou alors c'est notre groupe. Quand les enfants arrivent, tous les petits, ils sont collés à la baie vitrée en train de regarder les parents, et ça peut être très dérangeant. Si ils n'arrivent pas à rentrer pour venir voir le parent et taper la causette avec le parent du copain d'à côté. d'accord. Donc toi, t'es là, non, 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 tu vas faire ta douche, débrouille-toi. Enfin, D'accord. Donc une forme d'inquiétude quoi en fait. oui, voilà, plus de l'inquiétude, hein, en espérant que ça se passe bien. Après, ça reste des moments quand même assez brefs. D'accord. Ok, je vois. Un peu d'inquiétude. Et après, donc, tu parlais sur la fin, donc les moments du quotidien, les devoirs, la douche, le repas. C'est pareil que, enfin, comment tu décrirais ça? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a une ambiance globale dans tout ça? Euh, Ça peut être. En fait, je suis entre le tranquille et entre le un peu speed parce que le fait que certains enfants soient rentrés fait qu'ils sont pressés de raconter leur journée, leur week-end aux autres enfants. Donc ça agite le groupe. Donc je dirais un peu agité. D'accord. Parce que du coup, ça va agiter un petit peu le groupe. C'est pas non plus l'agitation folle, hein. C'est pas le bazar dans la maison, mais ça agite un petit peu le groupe parce qu'ils sont, voilà, ils montrent tout ce qu'ils ont ramené de week-end. Ils sont un petit peu agités, donc ils vont transmettre leur agitation aux autres. D'accord. Et il y a aussi quelque chose que j'ai pas dit, c'est que nous, on fait des réunions d'enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'on va faire des petites réunions, tous les enfants assis avec nous, on fait des réunions, on parle de choses importantes qui se sont passées ou de choses qui vont arriver, comme on prépare les vacances, on discute avec eux. C'est nos moments de transmission avec les enfants. Voilà, où on discute, on reparle des règles de vie. Et souvent, ça, c'est vrai qu'on le fait le dimanche soir. Comme ça, on fait un petit point quand ils sont tous là. Et eux, ils peuvent poser des questions, donc il y a un bâton de parole souvent. Et on passe le bâton de parole et chacun, s'il a quelque chose à dire, le dit. Ça, c'est des moments que t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Bah, alors après, c'est des moments un peu compliqués parce que réussir à tenir 10 enfants, surtout avec des enfants de 4 ans et de 14 ans, en train de nous regarder sans avoir à faire les gros yeux, genre calme-toi, c'est un petit peu dur. Donc faut prendre, voilà, faut être un petit peu plus directif, faut être, surtout que voilà, on sait très bien qu'on a beau être le plus cadrant possible, il y a certains petits qui vont avoir du mal à tenir, à tenir toute la réunion. Donc, mais moi, je trouve ça quand même des moments sympas parce que t'en as au moins un ou deux qui va dire n'importe quoi. Qui va dire un tel a piqué ma chaussette à un moment et alors que ça n'a rien à voir avec la conversation. Donc, c'est des moments que je trouve assez drôles où je dois me retenir de rire. Alors, ce qui
aussi ce que j'ai pas dit que je trouvais drôle, c'est qu'il y a des moments où les enfants me font des trucs où j'ai du mal à me retenir de rire. Et il faut pas que je rigole parce qu'il faut que je fasse preuve d'autorité. Mais c'est tellement drôle que j'ai beaucoup de mal à tenir mon rôle de d'éducateur. Parce qu'il faut que tu sois, il Mais faut que tu restes neutre, c'est ça? bah, en fait, on a un enfant qui a des problèmes avec son caca, qui joue avec son caca. Ouais. Voilà, il est petit, mais ça reste. Ouais, il fait des. La nuit, en fait, il fait des boulettes séchées avec son caca. Et une fois, il avait planté son Spider-Man, ça fait un trophée. J'avais essayé de pas rigoler. Et il y a une fois, en fait, un matin où là, j'ai pas réussi à me retenir. Je savais qu'il avait fait caca et j'ai cherché son caca partout. Et en fait, il l'avait mis dans le livre Où est Charlie? Et, euh, et j'étais dépassée, je savais plus quoi dire. Je vais voir ma collègue avec le livre et l'enfant, je lui dis regarde. Et là, ma collègue, elle me dit c'est plus où est Charlie, c'est où est le caca. J'ai rigolé. Alors qu'il était en train de se faire gronder. Mais c'est des trucs improbables, quoi. D'accord. Et c'était vraiment très très drôle. Et après, le pire, c'est qu'il a pris sa boulette, il a été lâché dans les toilettes comme si de rien n'était. Donc voilà, c'était essayer Des moments vraiment de me insolites, quoi. contenir. Ouais, je vois. Ah, mais des trucs qu'on croirait jamais dans sa vie, hein. J'ai un enfant qui a offert son caca à une collègue dans une Ah. boîte. Et la collègue était très fâchée. Moi, je me retenais de rigoler. Mais parce que pour lui, c'était vraiment un geste important, en fait. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, voilà. Et voilà, ça lui fait pas plaisir de se faire offrir un caca. Tu m'étonnes. Donc, Tu m'étonnes. donc il y a des moments comme ça un petit peu fous. Euh, alors après, donc du coup, sur la veillée, donc la fin finalement de la journée, comment tu te sens quand tu dois quitter la maison d'enfant? Euh, Bah, ça dépend. Là, c'est vrai que j'ai pas repris le travail depuis dimanche. Donc, il y a ce moment où dimanche, par exemple, pour moi, quand je suis partie, c'était triste. Hmm, Mais parce que c'était ce dimanche-là. En général, je sais que je vais les retrouver dans la semaine. Donc, je repars tranquillement, en fait, très tranquille. Je me dis, on se voit bientôt. d'accord. Parce que c'est vrai que c'est une conversation qui m'arrive d'avoir avec certains éducateurs. Bah, notamment mon conjoint qui est aussi éducateur sur l'affect qu'on a avec les enfants. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de mal à dire que ils vont me manquer quand je les vois pas pendant longtemps. Et c'est vrai que là, du coup, dimanche en partant, voilà, je me suis dit, je sais pas quand est-ce que je vais les revoir à cause du Covid. Et en fait, ils vont me manquer. Donc voilà, je leur ai dit au revoir, on s'est fait des câlins, c'était un moment un peu nostalgique. Mais c'est vrai qu'en général, le dimanche, bah, je pars à la maison heureuse, je dis bon, je vais dire au revoir à aux enfants qui sont encore réveillés, à qui j'ai pas fait de bisous de bonne nuit. Parce que nous, c'est bisous câlins, hein, ils sont petits, donc bisous câlins de bonne nuit. Et on se voit mardi ou des choses comme ça. Hmm. Ok. Eh ben écoute, top. Merci beaucoup. Alors donc du coup, je vais essayer de relier un peu tout ça. Et ça va nous faire en fait notre courbe émotionnelle. Voilà. Mm. Et en fait, ça va nous permettre de voir un peu les moments euh, où ça se passe particulièrement bien et les moments où ça se passe un peu moins mal. On va commenter ça rapidement. Et puis après, on va Mm. conclure tranquillement l'interview. Euh, alors, je m'occupe de faire ça pour avoir un peu les tendances. Moi, j'ai l'impression que la préparation du repas de midi, c'est un des moments les plus marrants que tu vis dans la journée. Oui, Et donc, beaucoup d'amusement, beaucoup de blagues, surtout dû au fait que, apparemment, t'es pas la meilleure en cuisine. C'est ça? c'est ça. Bah, en fait, c'est vrai que je trouve que les moments que je passe avec les enfants, qui sont le plus, où je me sens le mieux, c'est des moments où on partage. D'accord. Le quotidien, en fait, il est très pesant en maison d'enfants parce qu'on est vraiment, voilà, quand on est seul avec 10 enfants, faut que ça tourne, faut que ça roule. Voilà, il y a peu de place en fait au moment un petit peu fou, un petit peu différent. Hmm. Parce que voilà, faut gérer un groupe. Et c'est vrai que les moments de cuisine, c'est forcément des moments un petit peu fous parce que je suis nulle. Et du coup, ils prennent le temps, voilà, d'être avec moi, de partager avec moi des choses. Et c'est vrai que c'est des moments assez sympas. Hmm. Parce que du coup, là, c'est pas vraiment du quotidien. Parce que c'est vrai que la semaine, c'est pas eux qui font à manger, c'est les maîtresses de maison. D'accord. Qui, elles, font principalement la grosse part de ménage et les repas. Et du coup, là, c'est des moments où vraiment on peut se laisser aller à essayer des choses, un peu comme une activité. Sauf que là, c'est une activité où il va y avoir moins d'enfants.
Mhm. et où du coup on va être. Et puis oui, je pense que le fait que je partage de moi-même du fait que je ne sache pas cuisiner, ça peut être un moment où je gère moins et où du coup je leur laisse un petit peu plus de place et où du coup on se laisse un petit peu aller à des choses un petit peu folles. Ah, c'est cool. Ok. Donc ça résonne. Je trouve ça très très joliment analysé. Les moments que tu préfères, c'est le moment où tu partages. Et donc c'est vrai qu'on peut voir ça, hein, les moments d'amusement, c'est sur les réunions, il y a des petites blagues, des choses un peu comme ça. J'ai l'impression que quand tu arrives aussi le matin, tu as l'air vraiment motivé et que tu as l'air d'avoir la pêche et t'es contente, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment, c'est un métier, même dans les moments difficiles où je me suis jamais dit je vais travailler. Là, il y a eu des moments où j'ai été confinée et c'était très dur pour moi psychologiquement. Je me suis rendu compte que ça me mettait très très mal. Même même si c'était un groupe difficile, que fallait y aller et que ça pouvait être voilà le speed, la bagarre et tout, j'ai quand même envie d'y aller. J'ai quand même envie de passer ces moments-là, de partager tout ça, de faire ce métier-là. Et du coup, c'est vrai que, en plus, le fait que moi, pour moi, ça a toujours été ma voie, en fait. Je me vois Hmm. pas faire autre chose. Mais alors, l'impression globale que j'ai, hein, de tes expériences, c'est que finalement, ça reste, même s'il y a des moments parfois un petit peu plus pénibles, globalement, ça reste quand même très très positif. Et ça se voit que tu Oui. es passionné, que tu aimes ce que tu fais. Et ça fait vraiment plaisir à voir, hein. Merci en tout cas pour ton témoignage et de raconter tout ça. Bah, merci à toi. C'est vraiment. En tout cas, ça me permet, moi, personnellement, de comprendre vachement plus dans le détail un peu c'est quoi ta vie, ton quotidien. Et ouais, je m'imaginais absolument pas ça, hein. En fait, je savais pas à quoi Ah ouais? m'attendre. Je sais que tu m'en as déjà parlé, mais c'est vrai que je m'attendais à que tu beaucoup moins de partage avec les enfants, beaucoup de moments plus seuls et que. Je sais pas. Mais là, c'est vraiment, tu es au quotidien avec eux, tu t'avances avec eux, tu fais des activités. Ok. C'est ça, puis j'apprends avec eux. J'apprends Ouais, beaucoup. ouais. Après, c'est vrai que c'est un métier. Là, je suis éducatrice spécialisée en maison d'enfants, Mhm. mais c'est pas forcément ce que je vais faire tout le temps. Ouais. Je vais être éducatrice spécialisée dans d'autres lieux. En général, ce qu'on nous apprend, en tout cas dans mon école, ce qu'on nous a appris, ce qui m'est revenu aussi de collègues qui avaient fait d'autres écoles, c'est qu'en moyenne, un éducateur spécialisé, il reste 5 ans dans une institution. D'accord. Après, il bouge. Ok. Pour voilà, parce qu'il ne faut pas s'encrasser dans un lieu, il faut repartir, aller apprendre d'autres choses, continuer à apprendre, continuer à partager. Euh, Puis surtout que moi, les enfants que j'accompagne, là, ils vont partir. Le but, Hmm. c'est pas de grandir en maison d'enfants. Le but, c'est voilà, c'est d'accompagner leur placement. En fait, c'est un métier qui bouge tout le temps, qui évolue tout le temps, et pourtant, on est sur du quotidien tout le temps, des journées très speed, des journées assez voilà régulières, mais on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de faire des choses, tout le temps en train de partager. Donc non, c'est et puis d'un côté, c'est vrai que c'est un métier aussi qui prend beaucoup de place sur ma vie à moi. Mhm. Donc c'est vrai qu'on en parle, on en a déjà parlé entre nous, mais c'est vrai que c'est une grande partie de ma vie parce que c'est Ouais. un métier qui demande beaucoup d'investissement. Donc c'est vrai que je suis pas toujours là aux soirées, je suis pas toujours parce que c'est un métier qui me prend beaucoup de temps en fait. Ouais. Et pourtant en même temps j'ai pas l'impression de travailler. En fait j'ai l'impression que ça fait une partie de ma vie. J'ai une vie très très speed en fait. Ok. Bah, en tout cas, c'est une belle. Ok. Je sais même pas quoi rajouter. Je trouve que c'est très très joliment dit, très joliment amené. Bah écoute, je te propose d'aller gentiment vers la conclusion. Quels seraient les deux conseils que tu donnerais pour les gens qui ont envie de faire comme toi? De passer par l'école. Mhm. C'est vrai que c'est parce que nous on a aussi beaucoup d'éducateurs non diplômés. D'accord. Mais je pense que l'école, elle est indispensable parce que c'est un métier que moi je trouve passionnant, qui donne envie et tout. Mais je peux comprendre que ce soit un métier qui donne pas forcément envie aux gens parce qu'on amène de soi. En fait, dans ce Mhm. métier, on amène de sa personne. Et je trouve que l'école, en fait, ça nous permet vraiment de savoir si on est fait pour ce métier ou pas. D'accord. Et que voilà, c'est pour ça que j'encourage à aller vers l'école, à aller vers la formation. Parce que du coup, là, la formation est là pour nous révéler, elle va nous bousculer.
Déjà, on est obligé de faire des stages, on est obligé de travailler sur des, voilà, des projets. Et c'est important, je trouve, en tant qu'éducateur spécialisé. Parce que il y a des. C'est vrai que nous, on a du mal à recruter, mais on a aussi recruté des personnes qui pensaient être faits pour ce métier et au final, en fait, que ça leur convenait pas du tout et qui faisaient plus de mal aux résidents qu'autre chose ou aux usagers. Donc, je dis vraiment. Et puis, qui manquait aussi d'aide, d'accompagnement. Parce que des fois, ça peut être, même si on est fait pour être éducateur, se faire envoyer de la violence, des insultes, des coups, si on n'y est pas Hmm. préparé, si on n'est pas formé, ça peut être très dur pour une personne. Donc vraiment, j'encourage à aller vers l'école et aussi parce que l'école, elle nous apprend des choses que qu'on n'imaginerait pas apprendre. Des choses bêtes, hein, mais des choses que, voilà, moi j'ai toujours pensé que faut pas boire avant d'aller au lit quand t'es petit parce que tu vas faire pipi. Bah c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'enfants qui font pipi au lit parce qu'ils ont soif. Et en fait, c'est des trucs complètement, voilà. Et aussi, t'apprends aussi beaucoup de choses sur la psychologie. Parce que mine D'accord. de rien, voilà, on doit travailler avec la psychologie des gens parce on est avec des gens fragiles. Donc vraiment, je les encourage à aller vers les écoles. Même si je sais que c'est compliqué d'aller vers une école parce que c'est des écoles payantes. Voilà, il y Mhm. a ça aussi. Et en plus que trouver des stages, c'est très compliqué. Donc Ouais. chez nous, on prend des stagiaires, hein, je précise. Voilà, dans l'institution sur Cergy, n'hésitez pas, les enfants prennent des stagiaires. Mais je sais que c'est difficile, mais aller vers l'école. Aller vers l'école. Et si on est vraiment motivé et qu'on a envie de se lancer, franchement, pas abandonner. Parce que c'est difficile. Il y a plusieurs lieux qui peuvent être très compliqués parce qu'il peut y avoir de la violence, de la maltraitance même de l'institution. Et quand on est fait pour ça, quand on a envie, il faut pas lâcher. Parce que je me suis dit que si je m'étais arrêtée à beaucoup de choses qui s'étaient passées à la MDE, j'aurais pas eu le parcours que j'ai derrière. J'aurais pas appris autant de choses. Voilà, je me serais dit bon, c'est trop dur, j'arrête. Non, faut continuer et on peut être différents éducateurs. On peut être, voilà, ça peut pas être pour nous l'insertion et être pour nous la protection de l'enfance. On peut être, voilà, moi le handicap c'est un terrain où je me sens pas du tout à l'aise, Mhm. où je me verrais pas éducateur dans le handicap, où je sais que mes expériences m'ont beaucoup freiné, mais en fait l'éducatrice que je suis en protection d'enfance, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc vraiment de pas s'arrêter au premier obstacle. Comme voilà, quand on accompagne les gens, faut pas s'arrêter au premier obstacle non plus. Pour eux dans leur prise en charge, faut toujours aller de l'avant. Ok. C'est une belle conclusion. Est-ce que par hasard, tu as envie de partager des infos de contact pour pouvoir, pour qu'on puisse t'écrire ou quelque chose comme ça? J'ai oublié de t'en parler un petit peu avant. Ou est-ce Oh que... non, bah pas de souci. Au contraire, moi, il y a un moment sur Facebook, je lançais beaucoup de, voilà, venez travailler chez nous, ou si vous avez des questions. Moi, je m'appelle Alison DSR sur Facebook, donc ça, D'accord. il y a pas de souci. Faut pas hésiter. Moi, je travaille pour la Fondation La Vie au Grand Air, qui est quand même une grande fondation qui a plein de, voilà, de services différents, qui est très intéressante. Donc, faut pas hésiter. Voilà, si vous êtes intéressé. Voilà, pour travailler en tant qu'éducateur ou si vous êtes éducateur et que vous cherchez du travail, on recrute, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter et il n'y aura aucun problème pour échanger. Donc, je peux coller ta page Facebook dans le chat? Oui, oui, Ah, oui. ok, ça marche. Donc voilà, pour ceux qui veulent discuter avec Alison et en savoir plus. Bon, bah écoute, je te propose de conclure ici. Euh, bah, je suis très curieux, avant de te laisser, de te libérer, de savoir un peu, bah, toi, comment t'as vécu le truc, comment ça s'est passé pour toi, un petit débrief, quoi, pour cette première. Bah moi du coup, je t'ai dit, j'étais un peu stressée parce que c'est ma première interview vidéo. Voilà, Ouais, du coup j'étais un petit peu stressée. Finalement, bon après au début c'était un peu compliqué de pas te voir parce que du coup, ouais, je savais pas quand t'allais me parler. En fait, du coup, je pouvais pas te regarder, savoir. Du coup, j'enchaînais. Mais sinon, franchement, je me suis vachement détendue. Le fait d'échanger, que les gens posent des questions qui étaient intéressantes et tout, franchement, ça m'a vraiment plu. Donc, je suis plutôt contente de mon expérience. bah merci. Bah écoute, moi de mon côté, c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup appris avec toi, puis c'était très très clair. Ça se voit que t'es motivé, t'as les idées hyper claires, et du coup c'était d'autant plus simple pour moi parce que c'était hyper fluide, et c'est vraiment cool, quoi. Tout le monde n'a pas cette facilité à décrire, à prendre du recul sur son activité.
bah voilà, moi j'ai passé un très très bon moment en ta compagnie. Et donc, ben, j'espère qu'on pourra continuer à en parler ensemble et que tu continueras de me raconter tout ce qui se passe avec toi. Je te ferai toutes mes petites aventures là. Ouais, ouais, carrément. Ah, si, si. Carrément. Avec plaisir. Merci Antoine. Et bien voilà, donc si tu vois le chat à côté derrière sur Twitch, il y a plein de gens qui te disent merci. Ah, c'est Merci et gentil. bravo. Donc, Kaliae, Ariadna, Ah, Milouche, PixXTS, je crois que c'est un certain Pierre, mais on ne dira pas son prénom. ah, Et ah, derrière, d'accord. qui nous disait tout à l'heure aussi hein, que quand tu parlais de nourriture, lui, il avait l'image de pâte au thon qui le hantait. Oh mon Dieu. Ah oui, oui, même mon chien, on n'a pas voulu. Bon, et puis bah, vous, le chat, donc vous me dites que ça vous a plu. Donc, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont plus plu que d'autres, des moments où c'était un peu moins, un peu plus lent, un peu plus mou? Voilà, bon, je serais curieux d'avoir un peu votre retour. Et puis, si vous avez un petit mot pour Alison, bah, allez encore là quelques minutes. Et si toi, Alison, tu as un petit mot pour eux, bah écoute, je te laisse un des mots de la fin. Ah, bah merci beaucoup à eux de nous avoir suivis. Ouais, Vraiment. Et puis oui, qu'ils n'hésitent pas s'ils ont des questions. Moi, ça m'a fait plaisir de partager mon métier. Et bah voilà, aucun souci. Et merci beaucoup. bon, bah écoute, je suis impressionné par ton doc de suivi d'interview, euh, disait, euh, Ah, disait Pierre. Ah, donc, voilà. Donc, non mais je me suis entraînée un peu avant. J'ai regardé des interviews et tout. J'avais le stress. ouais, c'est chouette. Pour montrer un petit peu comment j'ai fait, donc moi j'ai pris pas mal de notes en parallèle. Donc tu vois, j'avais plein de petites notes. En fait, l'objectif derrière ce sera quoi? Ça va être de construire un peu cette synthèse et ça permettra bah, pour toi de l'avoir et on verra, ça permettra de pouvoir en parler. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Si vous avez des idées, je suis preneur, mais voilà, c'est simplement ce genre de document. Moi, c'est ce que je fais en fait dans mon métier. Donc moi, je suis amené à l'interviewer, donc des gens sur leurs activités pour comprendre un peu plus comment ils font. Donc généralement, il n'y a pas qu'une personne, il y en a plusieurs, et je vais construire ces cartes d'expérience basées sur le retour de plusieurs personnes. Et grâce en fait aux émotions fortes, donc qu'elles soient très positives ou très négatives, je vais pouvoir en fait réfléchir avec les développeurs, avec les designers, à bah, comment on peut essayer de d'améliorer la situation par du code, par du design, par des choses comme ça. Et l'avantage de ce type de document de suivi, eh bien, c'est que ça permet en fait de se mettre à la place de la personne. Quand tu dis, par exemple, tu vois, le repas, t'es fatigué, toi, juste avec ça, on peut se dire, oui, bon, effectivement, je comprends. Mais quand en plus, derrière, il y a en fait ta citation qui, bah, il y a beaucoup de bruit partout, c'est un peu comme à la cantine, ok, je comprends d'autant plus pourquoi ça arrive. Et l'avantage, c'est que, bon, il y a parfois un petit peu d'interprétation dans les émotions, dans la courbe, mais globalement, on a des tendances. Et le fait d'avoir donc ces citations-là, ça permet aux personnes de facilement se projeter. Et donc, D'accord. quand je suis amené à faire des interviews auprès de gens qui sont pas du tout du domaine, donc je suis surtout avec des informaticiens par exemple, tu vois, si je dois quelque chose que j'ai pu faire, c'est aller faire des interviews auprès de personnes qui vont livrer de l'essence. Bon, je bossais pour une filiale de Total. Même si c'est D'accord. leur domaine, les informaticiens, ils savent pas comment vivre un gars qui conduit son camion, qui va donner de l'essence au casino ou au supermarché du coin. Et, euh, et du coup, bah, en fait, moi, d'aller à la rencontre de ces gens-là, de comprendre un peu ce qui se passe, de comprendre leurs craintes, de comprendre leur fierté, ça permet de voir un peu plus euh, ben, leur vie et leurs activités, comment ils la vivent, et de voir en fait les sujets sur lesquels on peut intervenir ou pas. Et c'est pour ça que derrière, moi, l'écoute, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça me permet vraiment, un peu comme tu l'as dit, avec les enfants, c'est très très proche, c'est de laisser s'exprimer les gens. Je vais avoir moi tendance à reformuler pour être bien sûr d'avoir compris. Et puis il y a moins d'enjeux, il n'y a pas de notion de juge, ou c'est pas les mêmes enjeux derrière, donc je me permets parfois d'interpréter un petit peu, sachant que les personnes en face de moi arrivent souvent à corriger. Si jamais je reformule mal ou si je propose une mauvaise émotion, ils me disent bah non, c'est pas tout à fait ça, là tu as mal compris, et il va y avoir quelques évolutions en fait. Voilà, donc ça c'est D'accord. voilà un peu la manière dont je construis ça, dont je fais ça.
Et ça permet en fait derrière de comprendre pour pouvoir derrière trouver des idées. C'est c'est une photo de l'activité, de l'existant des gens. Voilà, voilà, voilà. D'accord, bah, c'est intéressant. J'avais jamais fait ça, donc c'est tout nouveau pour moi. Bah tu vois. Et ben on pourra dire qu'on l'a fait à deux. Grave. Alors il y a Ariana qui nous dit, tu vas montrer une interview aux enfants ou à tes collègues? Oui, je leur en ai déjà parlé à mes collègues que j'allais faire cette interview. Ouais. Donc après, c'est vrai qu'elles sont pas trop sur Twitch et tout, c'est pas leur truc, mais oui, je vais leur montrer. Même aux enfants, hein, c'est ça, il y a. Donc c'est notre quotidien à nous, donc c'est vrai que ça, il y aura pas de souci. Bah, comme j'ai pu montrer tes vidéos, hein. Ok. Ben, c'est top. Il y a Pierre qui nous dit de mettre l'interview en parallèle. Donc, ce que je ferai peut-être, c'est que je ferai peut-être une page que tu pourras facilement partager avec le document en ligne, avec les choses comme ça. Je te transmettrai Ah, tout ça. super. Voilà, faut que je réfléchisse un peu, puis on en discutera, on a l'occasion de... Voilà. Bon, eh ben écoute, Alison, un grand merci pour le Bah, temps merci à que toi, tu nous as accordé. Et puis, avec plaisir. bah écoute, le plaisir est évidemment partagé. Je te souhaite une excellente soirée. Moi, À toi aussi. je vais continuer à discuter un tout petit peu avec le chat et voilà, dans 5 minutes, je vais arrêter le stream. Je te D'accord, bah souhaite bonne soirée. une excellente soirée et puis à bientôt. À bientôt et bah à bientôt à tout le monde, hein. Au revoir. Salut! Salut.